les affaires publiques, c'est pas uniquement, pour reprendre des termes anciens, grenouiller au sein des sphères institutionnelles. C'est bien plus large que ça. Nouveau récit. C'est comprendre le milieu économique, c'est comprendre et de plus en plus le poids d'une opinion publique, c'est de comprendre l'importance de la relation avec les médias. Les entreprises aujourd'hui, et elles ont toujours eu, mais en tout cas aujourd'hui avec ce système de transparence et de réseaux sociaux l'ont encore plus, ont un impact évident qui dépasse le seul caractère économique, sociétal, environnemental. L'État ne peut pas tout. Les entreprises privées ne peuvent pas tout. Et d'ailleurs, tout n'est pas de leur responsabilité. Nouveau récit. Je suis toujours assez étonnée de personnes qui me disent « Non, moi ça m'intéresse pas du tout la politique ». Et il n'y a pas un dîner où elles ne parlent pas politique. Je crois qu'aujourd'hui c'est compliqué de se dire qu'on est complètement apolitique, complètement désengagé, qu'on s'en fiche. Il n'y a pas que les grands qui vont rencontrer des élus, il y a aussi des tout petits, de plus en plus de petites startups, de petites PME. Tout le monde aujourd'hui est en capacité d'aller saisir le décideur public. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Parole publique. Ah non, si tu parles avec les mains, je pense qu'on n'a pas beaucoup t'entendre malheureusement. Bonjour Roxane. Bonjour Fouad, enchantée. Comment vas-tu ? Très bien, je te remercie. Merci de me recevoir dans tes bureaux. Avec plaisir. Je suis Roxane Fournier. Aujourd'hui, on va parler des affaires publiques, des relations publiques, de l'influence, la manière dont les entreprises essaient d'impacter favorablement ou défavorablement les décisions de notre monde. Alors déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Bien sûr. Merci à toi pour ce podcast. Donc Roxane Fournier, moi je suis directrice générale de Mavance France, donc qui est un cabinet de recrutement et de conseil en management des affaires publiques. Et qu'est-ce que tu as fait avant Mavance ? Alors avant Mavance, j'étais moi-même lobbyiste ou représentante d'intérêt, n'est-ce pas ? C'est un gros mot ça, lobbyiste, non ? Absolument, c'est pour ça que j'allais tout de suite corriger en disant représentante d'intérêt. Ouais. C'est un gros mot, ça l'est de moins en moins en France, heureusement ça ne l'est plus à Bruxelles ni même à Washington, mais on y reviendra sans doute. Et donc effectivement, j'étais moi-même lobbyiste, donc d'une formation un petit peu empirique comme nombreux dans les plus anciennes générations, on va dire. Donc formation de droit, collaboratrice parlementaire, puis ensuite effectivement un passage auprès des institutions à Bruxelles, donc au niveau européen, avant de rejoindre un groupe privé pour être en charge effectivement des relations publiques et des relations institutionnelles. D'accord, c'était quoi ce groupe ? Alors c'était Elio, à l'époque ça s'appelait GeoPLC, un groupe spécialisé dans les certificats d'économie d'énergie. Et ensuite, les Manufactures Février, qui était un groupe d'industrie, avec différentes industries en France. Alors, il y a une formation royale pour devenir lobbyiste ou représentante d'intérêt ? Absolument pas. C'est pour ça, effectivement, que j'insistais sur le terme d'empirique. Alors, ça a vocation à changer un petit peu, parce que, et c'est une bonne chose, les affaires publiques sont un métier qui tend à se professionnaliser. J'ose utiliser le terme à l'époque, mais généralement, les lobbyistes, il y a un petit peu deux écoles, soit droit, soit Sciences Po. Il n'y avait pas de Master 2 affaires publiques. Et pour un intérêt pour la chose publique, des campagnes électorales, des engagements politiques, on devenait généralement collaborateur parlementaire ou collaborateur au sein de collectivités, en tout cas bras droit ou conseiller d'élus. Ce qui, en fait, nous emmenait à avoir une bonne connaissance de l'écosystème institutionnel politique et donc d'avoir un intérêt pour des entreprises privées, des fédérations. Ça, c'était une des voies. La deuxième étant, au contraire, d'avoir des spécificités techniques qui, en développant une bonne capacité, si je puis dire, d'écoute et de discussion, pouvaient permettre à des personnes qui étaient plutôt ingénieurs, plutôt scientifiques, de développer des compétences de porte-parole et de plaidoyer, et donc de devenir eux aussi lobbyistes. Mais c'est super intéressant ce que tu es en train de dire là, parce que dans ma petite introduction, je pense que j'ai omis cet aspect, c'est que dans cet épisode, on va probablement réussir à comprendre comment fonctionne le tissu économique, le tissu local, le tissu politique et associatif. Tu l'as dit, tu as été collaboratrice d'élus, et ce sont bien les élus qui sont plus proches du terrain, qui sont en relation avec les différents acteurs privés ou publics. Donc, c'est une première expérience après l'université qui est un petit peu indispensable quand tu veux évoluer dans ces sphères. Je pense en tout cas qu'effectivement, c'est une bonne école
pour tout simplement comprendre l'environnement dans lequel on évolue, comprendre l'environnement dans lequel l'élu évolue et comprendre l'importance des interactions entre les élus d'une part et tout le reste du tissu économique, social, citoyen d'autre part. C'est vraiment comprendre cette imbrication en fait entre ce qu'on se veut politique et ce qu'on veut économique. Donc, des études de Sciences Po d'une part, ensuite une première expérience auprès d'un ou d'une élue. Alors moi j'ai fait droit, j'ai pas fait Sciences Po. Sciences Po droit, d'accord, c'est un peu la voie royale. Souvent en fait tu deviens attaché parlementaire, après ensuite tu deviens probablement conseiller technique au sein d'un ministère, d'un cabinet, et puis après tu vas, alors pas pantoufler, mais en tout cas tu migres justement dans le milieu de l'économie et puis des entreprises parce que tu as cette connaissance-là du fonctionnement et des mécanismes des institutions. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres voies pour y parvenir ? Bien sûr. Et c'était un petit peu, alors je ne sais pas si c'était la voie royale, mais en tout cas, c'était la voie la plus générale, encore une fois, à l'époque. Ça tend à vraiment changer, effectivement. Avant, on était collaborateur d'élus, alors soit en collectivité, soit au niveau national, hein, donc Parlement, Sénat, ou au niveau européen avec le Parlement européen. Et ça nous permettait de vraiment avoir une bonne compréhension de l'écosystème, on va dire légistique, au sens strict au sens du terme. C'est comment est-ce qu'une loi, voilà, tout simplement, comment se fait la création de la loi. On peut lire la Constitution, hein, mis à part le fait que c'est rapidement pénible et que ça ne donne pas tous les détails de comment ça se passe réellement au sein du Parlement. Ça permet de comprendre un écosystème. La donne change un petit peu parce que, encore une fois, le métier se professionnalise et on voit tout un tas de formations spécifiques en affaires publiques qui émergent. Elles sont très intéressantes pour une raison assez simple, c'est que finalement, d'une part, les jeunes qui vont dans ces formations ont décidé de faire le métier de lobbyiste ou de représentant d'intérêt. Mais entre nous, utilisons le terme lobbyiste, ce sera plus simple. Donc c'est une volonté. Comme on décide de faire du plaidoyer, d'être avocat, on peut décider de faire du plaidoyer et de devenir un représentant d'intérêt. Donc d'une part, ce sont des personnes qui ont choisi ce métier-là, qui ne tombent pas dedans, entre guillemets, par hasard. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont accès à, notamment que ce soit par leurs cours ou lors de leurs alternances, parce que ce sont des formations qui fonctionnent beaucoup en alternance, à une formation qui leur permet effectivement de rapidement monter en compétences et de comprendre l'écosystème dans lequel ils vont avoir à travailler. Je m'explique, là où nous, on mettait très honnêtement 6 mois, 1 an à vraiment comprendre qu'est-ce que c'est qu'un amendement, qu'est-ce que ça veut dire que de le gager, comment on l'inscrit. Ça, c'est au niveau national, mais c'est la même chose au niveau parlementaire européen. Et c'est évidemment, il y a aussi des spécificités en collectivité, mais c'est de vraiment comprendre le fonctionnement, quels sont les rapports de force, si on veut faire passer quelque chose, comment on le fait. Ça, c'est quelque chose qui était fait de manière empirique et qui prenait du temps. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que la formation théorique et en apprentissage ne nécessite pas ensuite une expérience concrète de terrain. Mais en tout cas, ça permet d'avoir des réflexes immédiats, d'avoir une bonne compréhension de l'environnement, de l'écosystème, qui permet, dès qu'ils sortent d'études, entre guillemets, d'être quasi opérationnel. Ouais, tu gagnes quand même un petit peu de temps, en fait. Hein. Ah, largement. Et j'ai été, moi, pour être honnête, assez étonnée, parce que je ne suis pas recruteuse depuis 15 ans. Hein. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai rejoint Mavance et que Mavance France a été créée. Les plus jeunes générations qui sortent aujourd'hui de Master 2 Affaires publiques ont non seulement une très bonne connaissance de l'environnement institutionnel au sens large, mais également au-delà. C'est-à-dire qu'ils ont compris l'importance d'un écosystème de compétences à la fois en communication, à la fois en plaidoyer, à la fois rédactionnel. Les affaires publiques, c'est pas uniquement, pour reprendre des termes anciens, grenouiller au sein des sphères institutionnelles. C'est bien plus large que ça. C'est comprendre le milieu économique, c'est comprendre et de plus en plus le poids d'une opinion publique. C'est de comprendre l'importance de la relation avec les médias. Bien entendu, c'est aussi de comprendre le fonctionnement de la création légistique, mais c'est pas que ça. Est-ce que tu es en train de dire qu'aujourd'hui, le réseau, au final, a peut-être moins d'importance que la technicité ? Alors oui et non, tout est toujours question d'équilibre. En tout cas, ce qui est certain, et les dernières actualités politiques nous le montrent, c'est qu'aujourd'hui, on ne se peut plus targuer de connaître des personnes pour être un bon lobbyiste. Je ne sais même pas si un jour ça a pu être le cas. C'est vraiment très important ce que tu es en train de dire là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est évident et qui change beaucoup. Je ne pense pas qu'à l'époque, un bon lobbyiste était uniquement une personne qui connaissait d'autres personnes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, être un bon lobbyiste, c'est connaître son sujet, savoir comment le défendre et pour quels objectifs. Et ce n'est pas uniquement connaître 3 parlementaires et réussir à faire passer un amendement. Ça, c'est vraiment une fausse idée. Ça a pu être le cas ?
Ça a pu être le cas, sans doute, et ça l'est peut-être encore. Si vous voulez, si vous connaissez les bonnes personnes et que ces personnes-là ont la possibilité, la compétence de porter un projet, bien entendu, c'est plus facile si on le connaît. Et ne nous le cachons pas, le réseau est toujours important. C'est plus facile d'aller défendre et d'ouvrir des portes auprès de personnes que vous connaissez. En revanche, et c'est là que c'est très différent, non seulement aujourd'hui, et les dernières élections législatives en France prêcheront en ce sens, être élu un jour, c'est pas être élu toujours. Il n'y a plus aucune continuité dans, aujourd'hui, l'exercice du pouvoir public. On a parfois même des députés qui finissent même pas leur premier mandat. Absolument. Et c'est vrai pour des députés, c'est vrai pour des maires. Hein. On a vu certains scandales de maires, ou alors des maires épuisés qui ont décidé de laisser tomber leur mandat. C'est vrai vraiment à tous les niveaux, si je puis dire, de l'échelon institutionnel. Il n'y a plus aucune continuité ou sécurité dans le fait qu'une personne aujourd'hui sera en poste ad vitam aeternam avec les mêmes pouvoirs d'action. Et en concentrant le pouvoir au final. Absolument. Et puis d'ailleurs, qui aujourd'hui pourra prédire quel sera le prochain président de la République ? Enfin, vraiment, c'est une vraie question. Personne. Ouais, ça c'est vraiment super intéressant. Peut-être qu'on y reviendra. Et ça change la donne des affaires publiques et de l'approche des affaires publiques. Vraiment. Ouais, parce qu'il n'y a plus de prédictibilité. Absolument. Il n'y a plus de prédictibilité. Donc aujourd'hui, il y a, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'apporte une partie de l'analyse. Il y a sans doute deux raisons, en tout cas j'en vois deux. C'est la première, effectivement, ce côté très, très volatile, finalement, des personnalités dans le monde politique. On a vu des personnes qui étaient prédites pour être les futurs présidents, c'était sûr à 90%, j'exagère un peu. Hein. Et puis on n'entend plus parler, ou quasiment plus. Quand on entend parler, c'est pas forcément bon signe. Et à côté de ça, donc à la fois, effectivement, cette volatilité, si je puis dire, des personnalités publiques, et à la fois une vraie professionnalisation des affaires publiques. C'est qu'à l'époque, dès lors que vous avez un seul secteur, une seule entreprise qui va promouvoir ses intérêts auprès d'un élu, elle est la seule porte d'entrée. Aujourd'hui, et on y reviendra sans doute, les lobbyistes, les chief of staff, les représentants d'intérêts, enfin tout ce qu'on veut, les responsables des relations institutionnelles, enfin vous voyez, d'innombrables noms, font que n'importe quel secteur, n'importe quelle structure, n'importe quelle taille de structure, aujourd'hui peut avoir voix au chapitre. Et ça change la donne parce que ça nécessite que les représentants d'intérêts soient spécialisés, soient concis, soient incisifs, soient documentés et soient préparés. Tout simplement qu'ils soient professionnels. Et tu le vois à quoi ? Comment tu distingues cette évolution ? C'est quoi ? Il y a eu des signaux faibles, il y a eu des signaux forts. Alors, il y a des signaux très clairs. Hein. Déjà, aujourd'hui, il y a lesquels ? quelque chose qui existe qui s'appelle la HATVP, hein, donc la Haute Autorité de la Transparence pour la Vie Publique, qui est un site sur lequel sont répertoriés les représentants d'intérêts et toutes les entreprises ou les organisations qui ont des intermédiations ou tout simplement des contacts avec les décideurs publics. Quand je dis le décideur public, c'est au sens large. Ce qui permet de voir effectivement qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes et énormément de secteurs et encore une fois, énormément de tailles d'entreprises ou de tailles d'organisations. Et c'est là, à mon avis, l'importance. Il n'y a pas que les grands qui vont rencontrer des élus, il y a aussi des tout petits, de plus en plus de petites startups, de petites PME. Tout le monde, aujourd'hui, est en capacité d'aller saisir le décideur public. Et dès lors qu'ils sont nombreux à le faire, il y a de nombreuses voix qui sont entendues par les décideurs publics. Et donc, plus il y a de voix, plus ces voix doivent être pertinentes. Ça, c'est la première chose. Ouais, continue. Et la deuxième, effectivement, c'est qu'on le voit au niveau des formations. On a des jeunes qui se spécialisent davantage pour devenir un vrai technicien de certains sujets. Et là aussi, on voit bien que ça se professionnalise parce que pour prendre en considération, pour porter et pour défendre les intérêts d'un secteur, il faut comprendre, connaître ce secteur et ça nécessite une certaine technicité. Et tu abordes de nombreux sujets. On va... J'espère avoir le temps de tous les traiter, ou en tout cas une grande partie. Là, en tout cas, j'en retiens deux. Le premier thème, en fait, qu'on aborde déjà depuis quelques minutes, c'est celui de la technicité. Et le deuxième, c'est vraiment celui de la transparence que tu évoques avec la haute autorité. Est-ce que tu crois qu'il y a une forme de normalisation, de professionnalisation à cause ou grâce à cette transparence qui existe à marche forcée, parce qu'elle n'a pas été... Cette autorité n'a pas été créée sur l'initiative spontanée. Il a fallu quand même avoir, il me semble de mémoire, en fait, c'était l'affaire Cahuzac qui a été à l'origine de cette création-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire, en fait, sur aujourd'hui la tendance toujours beaucoup plus importante et attendue sur les sujets de la transparence ? C'est une excellente question et c'est la grande question, c'est l'œuf ou la poule. Hein. Est-ce que c'est la transparence de la vie publique qui a fait naître
les besoins de la HATVP ou est-ce que c'est justement la HATVP qui a fait créer une plus grande transparence? On ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est effectivement, comme tu le disais, l'affaire Cahuzac, entre guillemets, n'a pas été à l'initiative, mais a accéléré sans doute les choses. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une demande de transparence qui n'a jamais été aussi grande, qui apporte, comme tout, rien n'est blanc ou gris, à la fois énormément d'avantages, évidemment aussi des inconvénients. Je ne suis pas certaine que tout doive être transparent au point où ça l'est aujourd'hui. Ouais, tu as des exemples? Il y en a plein, mais si vous voulez, aujourd'hui, typiquement, prenons l'enrichissement personnel des ministres. Il y a eu la démission d'une ministre parce qu'elle n'avait pas dévoilé l'intégralité ou parce qu'il y avait une erreur. Est-ce que dès lors qu'il n'y a pas d'enrichissement... directrice générale de Île-de-France. Tout à fait. C'était pas une petite minoration, là, pour le coup. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est je ne suis pas en train de juger de ce cas particulier, mais est-ce que de vérifier qu'effectivement, il n'y a pas d'enrichissement pendant l'exercice de son mandat, c'est une certitude et c'est nécessaire. De savoir à qui les décideurs politiques publics parlent, c'est absolument nécessaire. De savoir qu'ils rencontrent tel dirigeant ou tel autre dirigeant, c'est absolument nécessaire. Et il y a un besoin énorme de transparence. Et ça amène beaucoup de choses positives. Ce que je veux dire par là, c'est que faut pas confondre, en gros, pour résumer, transparence et voyeurisme. Et parfois, je trouve que la limite aujourd'hui, notamment accentuée par les réseaux sociaux, n'est plus très lisible entre demande de transparence et réelle envie de voyeurisme. Oui, savoir qu'un responsable politique ou un ministre a, je sais pas moi, une 2 chevaux, on s'en fiche. On s'en fiche. À contrario, je me souviens de Nicolas Hulot qui, dans sa déclaration, avait commis son hors-bord. Et c'est vrai qu'au-delà en fait, de la dimension matérielle ou financière, eh bien, on voyait parfois les dissonances qu'il pouvait y avoir entre des engagements. Alors ça, c'est une autre question et ça, politiques. C'est très intéressant. Ouais. Absolument. Il y a 2 transparences. Il y a la transparence, effectivement, presque voyeuriste de quelles sont les tendances sexuelles de personnalités politiques. On s'en fiche. De quelles sont leurs richesses personnelles dès lors qu'elles n'ont pas été faites sur le dos du contribuable. On s'en fiche. En revanche, effectivement, et là où je te rejoins parfaitement, c'est que ce besoin de transparence demandé tout simplement par l'opinion publique, par la société civile, et qui est d'ailleurs la bienvenue, engage aussi les responsables politiques, mais pas que, il engage tout le monde. Et c'est aussi, j'imagine, le sujet de ton podcast, mais il engage également les dirigeants d'entreprise. Il nous engage, nous, tout un chacun, parce qu'aujourd'hui, et plus que jamais, on a une nécessité de cohérence entre ce qu'on prône et entre ce qu'on fait. Absolument. Parce que tout ce qu'on fait est visible. Merci Big Brother. C'est sans compter d'ailleurs en fait qu'il n'y a pas que la haute autorité qui promeut la transparence. Alors, les réseaux sociaux en sont le meilleur véhicule. Les réseaux sociaux et puis aussi en fait les sites internet comme Mediapart pour la presse ou encore les files, les Uber Files, qui a été aussi un très très gros sujet. D'ailleurs, est-ce que c'est du journalisme ou pas, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il y a des sources d'investigation qui sont moins utilisées par les médias et quand même plus par la société civile pour essayer d'éclaircir un petit peu la manière dont on conduit les politiques publiques. Et alors la question justement, en fait, c'est celle de la différence que l'on peut faire entre la manière dont on conduit les affaires publiques et celle dont on conduit les politiques publiques. Parce qu'on voit bien que, d'une part, les organisations peuvent influencer les politiques publiques, mais est-ce que c'est une manière de le faire en cohérence avec l'intérêt général, le bien commun? Bien sûr, mais moi, c'est ce que je prône toujours, c'est les affaires publiques sont au service des pouvoirs publics et vice-versa. Le directeur, responsable, peu importe, mais aujourd'hui, le représentant d'intérêt, pour moi, avant tout, c'est un curseur pour les pouvoirs publics, de comprendre la réalité de certaines entreprises et de certains secteurs. Et c'est un curseur pour les entreprises pour expliquer finalement ce qui est attendu à long terme par le décideur public. Enfin, par les décideurs publics et politiques de facto. Aujourd'hui, c'est ce maillon qui crée une interaction entre pouvoir économique et pouvoir public. On vit... on a toujours vécu, mais en tout cas aujourd'hui, on y a davantage accès d'un point de vue de l'information. On vit aujourd'hui des grands changements, des grands bouleversements. Prenons par exemple tout ce qui va être transition environnementale. On change nos modes de consommation, donc nos modes de production. Aujourd'hui, pour reprendre des industries plus classiques, et on reviendra après sur tout ce qui est start-up, qui elles-mêmes sont en fait leaders dans la création de la réglementation parce qu'elles émergent avant même que la réglementation existe. Et ça, c'est extrêmement important d'un point de vue des affaires publiques. Mais si tu veux bien, prenons d'abord parce que tout est finalement affaire publique.
reprenons des entreprises plus classiques, entre guillemets. Aujourd'hui, quand tu as l'industrie automobile ou le secteur du tourisme ou les industries énergétiques, on ne change pas un modèle de production sur un claquement de doigts parce qu'aujourd'hui, il y a eu une annonce ou parce qu'il y a quelque temps, il y a eu une annonce d'un ministre ou du président de la République. C'est quelque chose qui nécessite une réflexion, des investissements, de la confiance. Ce qui veut dire qu'il y a une imbrication et un dialogue nécessaire entre pouvoir public qui doit comprendre les nécessités, le temps long d'une entreprise et l'entreprise qui doit comprendre et qui doit avoir confiance dans la décision publique. Aujourd'hui, je te donne un exemple très concret, quand on dit le parc automobile d'ici 10 ans sera intégralement électrique, ok, très bien. Donc ça, c'est ce vers quoi on tend. Qu'est-ce que ça va impacter d'un point de vue concret de l'industrie automobile. C'est pas en un claquement de doigts qu'on change un parc industriel. Ouais. Donc ça va nécessiter effectivement certains ajustements, ça va nécessiter certains temps, mais ça va aussi nécessiter de la confiance. C'est-à-dire que les industriels, pour lancer ces grandes transformations, doivent avoir une ligne claire de la part d'un gouvernement. Ils doivent savoir qu'effectivement la donne ne changera pas. Que finalement, on ne va pas se dire non, finalement le pétrole c'est très bien. Alors on n'y est pas, hein, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait de revirement de situation qui rendrait impérenne des décisions qui soient prises. C'est un super exemple en fait que tu sors là parce que je crois en fait que cet exemple concentre absolument tous les enjeux liés à la prise de décision politique et publique. Donc on l'a bien dit, 2035, c'est la fin de la commercialisation des véhicules neufs en véhicules en moteur thermique. Donc on va passer en fait pas tout à fait en tout électrique, mais en tout cas demain en 2035, tous les véhicules devront être électriques. Ceux qui seront vendus en concession. Donc, il me semble qu'il y avait eu Tavares qui avait pris la parole en disant « Bon, bah, écoutez, nous, on n'est quand même pas trop alignés sur ces objectifs-là parce qu'il y a des spécificités industrielles à prendre en compte. Comment on fait, parce que c'est dans 10 ans, en fait, c'est demain, absolument. Comment on fait pour adapter cette industrie-là? Est-ce que les pouvoirs publics seront en mesure d'accompagner ces investissements et cette transformation-là? On ne le sait pas. Et puis, il me semble que ça fait aussi... appel à notre mémoire liée au Dieselgate et toujours en fait cette nécessité de transparence. Parfois l'industrie qui triche, donc on voit que c'est parfois nécessaire d'avoir un éclairage plus transparent et plus honnête et de ce qui se passe aussi en fait dans le tissu économique. Comment on fait au final, parce qu'on parle beaucoup aussi actuellement de parties prenantes, comment on fait pour aligner tout cela? Comment on fait pour aligner le besoin de transparence attendu par les consommateurs, la transformation aussi des habitudes de consommation, de consommateurs qui ne sont pas encore tout à fait convaincus par l'électrique, des constructeurs. Là, on prend juste un exemple. Bien sûr. D'autres secteurs d'activité, des constructeurs qui sont peut-être pas encore en mesure de proposer en fait ces transformations radicales pour 2035. Et en plus, parfois des décisions publiques contradictoires. Alors, on dit les énergies fossiles, il faut s'en passer. Néanmoins, je me rappelle quand même de cet hiver où il a fallu faire planer la menace en fait de fermeture en fait de lignes électriques et presque de blackout qu'il y a en fait sur les maisons, enfin voilà, de surcharge électrique. Voilà comment finalement les affaires publiques, les opérateurs privés réussissent à mettre du lien, à mettre un peu de cohérence dedans. Là, la réponse est très simple. Ouais. Ils appellent Mavance France et on charge de leur recruter le meilleur directeur des affaires publiques possible. Qui ferait des miracles. Qui soit effectivement... Non, mais la clé, c'est la discussion. Et effectivement, c'est pour ça que le rôle d'un responsable directeur, enfin en tout cas le rôle d'un représentant d'intérêt et donc d'un lobbyiste, c'est justement d'être ce pont entre le secteur économique et le secteur politique, mais j'irai même plus loin, entre le secteur social, enfin entre tout l'écosystème, c'est de se faire entendre et de se faire comprendre les écosystèmes pour réussir à comprendre ce vers quoi on veut aller et comment est-ce qu'on y va, avec quelles conséquences. Chaque ajustement a une conséquence. C'est vraiment de se mettre ensemble autour de la table pour dire voilà les grandes lignes qui sont décidées, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nos personnalités politiques ont un mandat de la part des citoyens. Alors on n'y revient pas, c'est comme ça, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais aujourd'hui les personnes sont élues, c'est-à-dire que nous, citoyens, nous leur donnons le mandat d'agir. Ces personnes-là décident de quelles sont les lignes à venir pour le pays et plus largement pour le monde, parce qu'aujourd'hui, parler de la France sans l'intégration dans le monde, ça n'a absolument aucun intérêt, du moins c'est complètement désuet. Donc, elle décide des grandes lignes.
en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'avoir effectivement des représentants de tout secteur au niveau, pour reprendre des termes clairs, des représentants du terrain, si je puis dire, pour expliquer les conséquences de certains actes et pour les anticiper ensemble. Et à leur niveau, les acteurs, pour reprendre là en l'occurrence des entreprises, donc les acteurs économiques, doivent pouvoir avoir ce représentant d'intérêt pour comprendre et anticiper les grandes mesures à venir. Donc en fait, c'est des interactions constantes. Donc la solution, elle est claire, c'est il faut discuter. Mais directeur des affaires publiques, en fait, dans une entreprise, je sais pas, en fait, PSA, Renault, il est jugé parti. Donc est-ce que cette personnalité, en fait, dans cette entreprise, peut organiser une discussion à large échelle pour essayer de mettre tout le monde d'accord? Bien sûr, et elles le font. Et aujourd'hui, tu dis, et j'entends, elles sont jugées parties, on l'est tous et dans tout secteur. Ouais. Après, c'est de l'intelligence collective, c'est l'intelligence aussi du décideur public de dire, quand j'entends tel lobbyiste, je sais qu'évidemment, il va favoriser les intérêts de son entreprise. Mais à moi, en mon âme et conscience, de savoir prendre ce qui est de l'intelligence collective et ce qui est vraiment plus spécifique à l'entreprise qui le défend. Mais aujourd'hui, et c'est notamment le rôle des fédérations d'entreprises ou des organisations professionnelles, des associations professionnelles qui ont vocation à ne pas défendre une entreprise, mais un secteur tout entier. Et bien entendu, celles-ci sont éminemment importantes parce qu'elles font part en toute objectivité, on va dire, de l'importance du secteur réuni, peu importe quels sont leurs membres, in fine. C'est intéressant parce que tu dis au final, je résume, tu me dis si je me trompe, que le rôle d'un directeur des affaires publiques est quand même un peu moins législatif que sociétal. S'il est législatif, c'est qu'il s'est trompé. En tout cas, excuse-moi, je modère, s'il n'est que législatif, c'est qu'il est mal fait. Le législatif, c'est une des bribes du poste d'un directeur en affaires publiques. Mais ce n'est pas que ça. Le travail, encore une fois, des affaires publiques, c'est de faire le pont entre pouvoir politique et secteur économique ou tout autre secteur, ou du moins le secteur qu'il représente. Si ce n'est que législatif, c'est que la chose a été prise trop tard. Ce qui est important, c'est de pouvoir anticiper toute décision prise. C'est-à-dire, on entend les grandes tendances, et dès que les grandes tendances sont définies, on se met ensemble autour de la table pour réfléchir à l'organisation, pour comment les rendre concrètes et comment les rendre favorables à la grande majorité, à tout le monde finalement. Ouais. Et si c'est purement, si c'est purement effectivement législatif, c'est qu'on a loupé le coche de l'anticipation. C'est que finalement, on se rend compte qu'effectivement, il y a une décision qui est prise, il y a une législation qui va passer, qui nous convient pas du tout, et on va essayer de l'amender. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Et bien entendu, ça fait partie du job. Mais l'idéal, encore une fois, c'est d'être là en amont et de co-construire. La règle, c'est la co-construction. Si on arrive après pour passer un amendement, c'est qu'on a loupé cette co-construction première. C'est hyper intéressant. J'espère qu'on dira souvent dans ce podcast que c'est hyper intéressant. Dans le domaine public, notamment des collectivités ou des grands projets d'État, on passe désormais obligatoirement en fait, par des process de concertation publique. Oui. D'éolien offshore, par exemple. Typiquement, aujourd'hui, on ne mène pas un projet d'éolien offshore sans consulter. Est-ce que ça existe, ça, dans le domaine industriel? C'est-à-dire mettre toutes les parties prenantes autour de la table pour prendre une décision aussi importante que celle que l'on vient de citer, c'est-à-dire fin des véhicules thermiques en 2035 ? Bien sûr, et là encore, c'est le rôle des affaires publiques. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes et tous les représentants seront au même moment et à l'instant T autour de la table. En revanche, c'est du rôle du patron de la BU Affaires publiques, enfin en tout cas du représentant d'intérêt, d'aller sentir et de prendre le pouls de toutes les parties prenantes. Tu parlais d'une industrie. Effectivement, quand on a une industrie dans un territoire, c'est évidemment propice à de nombreux emplois, mais il y a aussi toujours des associations de riverains qui sont contre le fait qu'il y ait une nouvelle industrie sur son territoire, parce que de l'emploi, c'est bien, mais si l'industrie, elle peut être sur le territoire d'à côté, c'est toujours quand même vachement mieux. Donc en gros, le rôle des affaires publiques, c'est vraiment de sentir la tendance de chacun, mais j'ai envie de dire aussi d'éduquer et d'expliquer les choses. Parce qu'aujourd'hui, et c'est là toute l'importance des affaires publiques, c'est de prendre le temps de comprendre quels sont les enjeux et d'expliquer ces enjeux-là. Et ça, aujourd'hui, ce côté plaidoyer au sens noble du terme, il est éminemment important parce que dans notre monde où tout se lit sur Twitter ou sur X maintenant, je ne sais même plus comment on l'appelle, il y a des images, il y a des fake news, on se soulève contre un rien sans savoir contre quoi on se soulève en réalité. Et aujourd'hui, ce côté éducatif, de communication, expliquer ce qu'on fait et pourquoi on fait et prendre le temps d'écouter pourquoi on le fait, c'est extrêmement important parce que c'est effectivement comme ça qu'ensuite
le directeur responsable affaires publiques, en tout cas que le représentant d'intérêt, va pouvoir arriver auprès du PDG ou auprès des décideurs publics en disant « Voilà ce que pense la majorité ». Et la majorité, c'est tout le monde compris. Nous avons fait un tour de table avec l'intégralité des parties prenantes. Voici quelles sont leurs craintes. Voici quelles sont leurs propositions. Voilà, c'est comme ça qu'on crée en fait des réglementations qui soient efficientes. Tu as utilisé le mot emploi. Je trouve que c'est un sujet dont il faut un petit peu parler parce que on évoque là depuis tout à l'heure les affaires publiques probablement dans une dimension un petit peu ascendante, c'est-à-dire des affaires publiques de l'entreprise, de l'organisation vers le responsable politique. Comment ça se passe dans le sens inverse ? Je pense, je sais pas, un exemple, une collectivité, une mairie qui est en concurrence en fait avec d'autres communes. Il y a un projet industriel d'implantation sur un territoire. Et là, je pense que c'est hyper important d'illustrer avec des choses relativement concrètes. En Bretagne, il y a eu un très très gros sujet. Je ne sais pas en fait si tu as suivi ça, l'installation de l'usine Bridor. 10 ans de discussion, de travail avec les collectivités qui finalement en fait se solde par un abandon pur et simple par Louis Leduc de ce projet en fait industriel sur le territoire breton je crois que c'était à Liffré, pardon. Voilà, comment en fait les élus travaillent avec les industriels pour défendre les intérêts aussi, parce qu'ils ont des intérêts eux-mêmes à défendre, pour défendre les intérêts de leur territoire, qui se résume en fait en une seule chose, c'est aussi en fait le propre développement économique de leur commune à travers la fiscalité et puis aussi en fait l'emploi. Mais exactement de la même manière. C'est vrai pour les collectivités, c'est vrai pour l'État. Quand l'État fait de la publicité pour faire en sorte que des entreprises étrangères, et notamment ça a été le cas après le Brexit, et puis c'est de nouveau le cas après Covid, choisissent la France. Il y a eu toute la campagne Choose France. Et bien exactement de la même manière. C'est des personnes qui font valoir leurs opportunités, leurs avantages, qui font part de leurs craintes aussi, s'il y a des personnes qui souhaitent arriver sur le territoire. Et exactement de la même manière, ce sont des échanges. Et aujourd'hui, il y a au sein des collectivités territoriales, il y a au sein de l'État, évidemment, des personnes qui sont en charge d'aller promouvoir certains territoires, d'aller promouvoir le territoire français, d'aller promouvoir le territoire alsacien. Des agences de développement Alsace, économique, par notamment, exemple, ce genre de choses. Absolument, tout à fait. Et ce travail est toujours le même, parce que la clé, c'est vraiment ça, c'est la co-construction. Donc, c'est juste le dialogue. Et c'est faire... moyen, quand même, aussi. C'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment, en tout cas, là, dans notre échange. Une agence de Deveco, un département ou une commune, en fait, n'a pas les mêmes moyens face à un industriel qui déciderait, je ne sais pas, un Amazon, encore une fois, ou un Bridor. Voilà, c'est quoi la capacité, quels sont les leviers qu'une collectivité, qu'un territoire peut mobiliser pour convaincre un industriel de choisir son territoire ? Au même niveau que chacun, finalement, c'est quand on est plus petit, on s'assemble pour être plus fort. Ouais. Et donc, les collectivités elles-mêmes sont parties prenantes et sont adhérentes de tout un tas d'associations. Et il y en a des masses, elles sont innombrables. Il y a effectivement des associations des collectivités en bordure de mer, il y a des associations de petites collectivités. Alors on connaît nous évidemment les grandes, les AVF, effectivement, mais il y a tout un tas d'associations qui permettent de promouvoir soit un territoire géographique, soit des spécificités de certaines collectivités, parce qu'elles sont en montagne, parce qu'elles sont en bord de mer, parce qu'il y a tout un tas d'activités. Et donc, de la même manière que les entreprises se regroupent au sein de fédérations d'entreprises ou de représentations de secteurs, les collectivités se regroupent au sein d'associations qui visent à promouvoir soit un secteur géographique, soit une activité spécifique. Là, c'est quelque chose vers lequel on va se diriger. C'est un mot que tu utilises maintenant, que tu as utilisé à plusieurs reprises, c'est celui de plaidoyer. On a souvent fait la différence entre le bon lobbying et le mauvais lobbying. Le bon lobbying, c'est lobbying, je vais y arriver. C'est celui en fait qui défend les intérêts du bien commun, quoi. Les associations, les fondations, l'environnement, les collectivités, les territoires. Et puis le mauvais lobbying, c'est celui en fait qui défend les intérêts privés. Donc d'un côté en fait on a le lobbying et puis de l'autre en fait on a le plaidoyer. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est fini ? Est-ce que on a un peu normalisé les choses ? Est-ce qu'on fait toujours le distinguo entre ceux qui sont pour la bonne cause et puis ceux qui sont pour
encore une fois, les intérêts privés? Je pense qu'on n'arrivera jamais à faire table rase de ces oppositions, mais qui sont idiotes, parce que en quoi le lobbying privé d'entreprise, donc la représentation d'intérêts d'entreprise, serait un mauvais lobbying, dès lors effectivement qu'il vise à représenter les intérêts d'un secteur qui emploie, qui crée de la richesse, l'emploi. Oui, emploi riche, tout un tas de choses. Mais ce que tu dis est intéressant dans le sens où effectivement, et assez récemment d'ailleurs, il y a Contexte qui a fait un petit article sur les lobbyistes ne souhaitent plus aller vers des entreprises, typiquement tabac, des défendeurs de certains secteurs d'activité. Alors non, elles ont moins bonne presse, mais le plaidoyer en est d'autant plus important et le lobbying en est d'autant plus important. Et plus l'activité est compliquée d'un point de vue de son appréhension sociale, plus il est intéressant. Ça, c'est très personnel. Moi, je pars du point de vue que dès lors que l'activité est légale, elle mérite d'être défendue. Ouais. C'est peut-être ma formation d'avocate qui veut ça. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, je pense... Parce qu'on ne dira jamais, en fait, à un avocat, parfois on le dit, mais je ne sais pas, un avocat en cour d'assises, vous défendez un meurtrier, on leur dit, avoue, quoi. On leur dit, comme on dit à un lobbyiste, vous défendez l'industrie du tabac, on t'avoue. Il a obligé personne à fumer. Bon, en tout cas, c'est bien, la question est bien plus complexe que ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne pourra jamais faire fi de certaines oppositions ou de certains... de ces choses un petit peu, pour moi, vraiment absurdes. Le bon ou le mauvais lobbying, il ne se situe pas sur le secteur qu'on représente. Le bon ou le mauvais lobbying, il se situe sur la manière dont on va faire du lobbying. Et effectivement, sur le fait de représenter... La méthode. Absolument, c'est la méthode. C'est, évidemment, on est chacun des lobbyistes. On est tous lobbyistes de quelque chose. D'un engagement personnel. On est tous le lobbyiste de soi-même, déjà. On défend tous une cause. Mais absolument. Même ceux qui pensent ne pas défendre de cause, tout le monde est engagé aujourd'hui. On ne peut pas se dire non engagé, apolitique, ça n'existe pas. Et par conséquent, tout dépend de la professionnalisation et du caractère technique du lobbyiste. Pour moi, le mauvais lobbying, c'est celui j'ai parlé plus fort, donc j'ai raison, j'ai parlé le dernier, donc j'ai raison, ou j'ai parlé à un tel, donc j'ai raison. Non, il faut que ce soit construit, il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit argumenté, comme un avocat. Et dès lors que c'est réfléchi, que c'est argumenté, que c'est documenté, tout simplement, il n'y a pas de mauvais lobbying. D'où on revient donc en fait à la création de ces autorités de transparence qui ont vocation en fait à illustrer la manière dont les agences de conseil, dont les entreprises, les organisations défendent leurs intérêts. Et ça s'arrête là, en fait. On témoigne de la méthode, encore une fois. On témoigne de la façon dont on contacte un parlementaire, les moyens en fait que l'on y met, le budget qu'on y consacre. Oui, la méthode, mais aussi l'intensité. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de vérifier quels sont les moyens alloués pour rencontrer certaines personnes. Ça, effectivement, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est pour certaines prises d'opposition, c'est de placer ça comme curseur. C'est de se dire, et là, ça peut aider vraiment le débat public. Et donc, ça peut aider la décision publique. C'est de se rendre compte que tel décideur politique a, pour prendre une décision, rencontré... tant et tant d'entreprises, ou du moins telles et telles entreprises d'un secteur. Et c'est de se dire, OK, mais il manque dans son prisme la représentation d'intérêts de telle structure ou de tel secteur. Et donc, ça permet aussi d'être un curseur pour dire, et finalement, ça peut aussi aider le décideur public de se dire, il est vrai que pour cette décision, pour ce projet, j'ai vu telle représentation. Peut-être me manque-t-il telle autre représentation. Ou alors... Et c'est leur droit, c'est un parti pris, de dire oui, je n'entendrai que tel parti ou telle représentation pour telle raison. Mais c'est quelque chose d'assumé. En tout cas, c'est clairement quelque chose qui permet de vérifier l'écosystème ou de comprendre l'écosystème qui a participé à la co-construction d'une décision. Et ça, c'est éminemment important, parce que ça permet à certains de se rendre compte qu'ils n'ont pas eu voix au chapitre, et donc de demander d'avoir voix au chapitre. Et s'ils n'ont pas voix au chapitre, d'aller communiquer sur le fait qu'ils n'ont pas eu droit aux voix au chapitre, mais ça permet aussi, en sens inverse, d'aider finalement, d'une certaine manière, le décideur public à se dire « c'est vrai, peut-être qu'il me manque tel spectre aussi ». Et c'est aux responsables politiques d'aller couvrir ce spectre-là, ou alors il peut en faire l'économie en décidant, au final, moi j'ai rencontré les personnes qui ont voulu défendre leur point de vue, leur opinion. Et puis, ceux qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas eu le réflexe de venir me voir, les absents ont toujours tort.
Alors, oui ou non, la réponse n'est pas aussi tranchée, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est de sa responsabilité. Et comme tu le dis justement, il peut faire fi d'aller entendre certains représentants. C'est sa responsabilité, c'est son droit, mais il ne pourra pas s'en cacher. Et c'est là l'intérêt. Ça peut être un intérêt pour lui, parce qu'il veut pouvoir montrer à certains de ses électeurs qu'il n'entend pas tel secteur ou tel... voilà. Mais évidemment, c'est aussi un inconvénient. C'est de montrer que finalement, on est assez partisan et qu'on ne réfléchit pas pour le bien commun et seulement pour ses propres intérêts. Donc non, tout ça est très vertueux. Mais encore une fois, il n'y a pas de oui ou non, parce qu'il y a le responsable politique en tant que tel, mais derrière, il y a des groupes. Aujourd'hui, il y a des commissions au sein des institutions, il y a des auditions qui sont faites. Et donc, les auditions, effectivement, ce sont des commissions qui vont entendre des représentants d'intérêt. Donc c'est plus compliqué de juste un parlementaire qui dirait oui ou non, je vais écouter tel secteur. Ouais. Est-ce que tu as vu la série Jeux d'influence ? J'imagine que oui. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Que ce soit Jeux d'influence ou que ce soit toutes les séries actuelles. Il y en a eu quelques-uns, il y a eu quelques films, il y a eu quelques séries. Là, pour le coup, on est dans le cinéma. Donc, il y a un parti pris de montrer quelque chose. Et avec un objectif clair, qui est de faire de l'audience. C'est pas le rôle du décideur public de faire de l'audience. Le rôle du décideur public, c'est de peser le pour et le contre pour aller dans la meilleure, pour ce qu'il imagine être le bien commun. Tu penses que c'est une totale fiction ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que pas du tout. C'est pas ce que je veux dire. C'est que toutes ces séries-là ont évidemment quelque chose de vrai. Maintenant, les aspects négatifs sont généralement un peu montrés à outrance. Parce que je pense, par exemple, en Bretagne, il y a un gros sujet qui est on sent que t'es breton quand même. Ça va pas plaire à l'Alsacienne que je suis. Ah ouais, c'est vrai. Mon amoureuse est une Lorraine, alors tu vois, en fait, je me réconcilie un petit peu avec l'Est. Je trouve que la Bretagne, c'est vrai, est un beau concentré de ce qui se fait de très bien comme ce qui se fait de moins bien. Dans ce qui se fait de très bien et qui peut perturber aussi un petit peu la manière dont on conçoit, dont on voit, la manière dont on gère un petit peu les territoires et les politiques publiques, c'était la question des algues vertes et bien évidemment en fait de l'agriculture. C'est difficile de montrer tous les versants d'un même dossier parce que je sais pas, en fait, tu prends les algues vertes, c'est multifactoriel, forcément. Il y a à la fois en fait du réchauffement climatique, il y a à la fois la manière en fait dont on élève nos cochons et on cultive nos champs. Mais quand on voit des algues vertes, on taxe les agriculteurs. On taxe le gouvernement et les collectivités de ne pas savoir ou de ne pas réussir en fait à transformer l'agriculture aussi rapidement. On ne voit pas les efforts des agriculteurs et on ne voit pas les choix aussi des consommateurs de consommer les produits issus de ces cultures. Et donc avec certaines personnes très activistes sur le sujet et des industriels qui essaient de se défendre et qui essaient de défendre aussi un métier. Donc comment peut-on aujourd'hui réussir ? Donc là j'ai pris un exemple, mais c'est vrai en fait sur beaucoup d'autres sujets, peut-être le nucléaire, peut-être beaucoup d'autres choses. Comment on peut réussir aujourd'hui en fait à canaliser un peu l'information, à mettre tout le monde au même niveau d'info, à essayer en fait d'informer de la manière la plus rigoureuse et la plus rigoureuse possible pour que au final ce que tu appelles de tes voeux et ce qui probablement se fait, c'est-à-dire les discussions entre parties prenantes, soit le plus qualitatif possible, le plus productif possible, le moins passionné possible. Alors ça, si j'avais la réponse, je me présenterais à d'autres élections. Non, mais c'est un sujet éminemment complexe que tu évoques là. C'est comment faire en sorte d'informer tout le monde, ça me semble déjà une hérésie, mais d'informer tout le monde au même niveau. Parce que tout le monde ne décide pas tout le monde ne décide pas de s'informer et tout le monde ne décide pas de s'informer selon les mêmes sources, à la même fréquence. À la fois, on veut plus de fonds, mais on veut plus de forme aussi, parce qu'on veut énormément d'informations en très peu de mots. Et donc là, c'est éminemment complexe. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, souvent, on se dit, l'État, c'est pas ta mère. C'est-à-dire qu'à un moment, elle peut te donner de l'information. Si tu n'as pas envie de la prendre, cette information, tu la prends. Enfin, je veux dire, l'État ne peut pas tout. Les entreprises privées ne peuvent pas tout. Et d'ailleurs, tout n'est pas de leur responsabilité. Et il faut arrêter de se dire, et ça fait partie du podcast aussi, mais c'est de se dire aujourd'hui quels sont le rôle d'un PDG au sein de sa structure. Est-ce qu'il doit être politique ? Est-ce qu'il ne doit pas être politique ? Aujourd'hui, beaucoup de choses, en tout cas, sont faites pour permettre de transmettre de l'information. Que ce soit en matière de transparence, que ce soit en matière d'accès à des documents publics, que ce soit en matière de data avec l'open data, etc. Ce que tu dis, c'est la clé. Maintenant, sur la solution, comment on fait pour informer tout le monde, honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas,
c'est ce que doit faire. Je suis désolée, je presse pour ma paroisse, mais qui est celle que je connais. C'est ce que fait aujourd'hui un représentant d'intérêt. Il va voir tous les acteurs concernés, toutes les parties prenantes concernées. Ça peut être un citoyen dans sa collectivité qui a peur de l'arrivée d'une nouvelle industrie ou de la fermeture d'un site, peu importe, mais c'est à toute échelle. C'est expliquer à chacun quels sont les tenants et aboutissants d'une ambition et d'une solution. Maintenant, vouloir effectivement donner le même niveau d'information à tout le monde, si tu y arrives, dis-le-moi. Non, mais c'est un vrai mystère. Mais probablement, en fait, que les technologies peuvent jouer un rôle. Bien sûr, mais encore une fois, dans toutes les technologies, et elles ont un rôle, et on voit l'importance. Aujourd'hui, on tourne en inconvénient certaines utilisations des réseaux sociaux, et à juste titre. On est malheureusement en train de vivre une guerre. On a toujours vécu des guerres, mais là, aujourd'hui, c'est sur notre territoire européen, si je puis dire, et donc elle nous est forcément... elle nous touche encore davantage. On voit l'importance des réseaux sociaux. Évidemment que les réseaux sociaux ont accéléré des choses. Évidemment que les nouveaux médias ont permis de transmettre de l'information. Encore une fois, rien, malheureusement ou heureusement, n'est noir ou blanc, positif ou négatif. Les réseaux sociaux ont apporté énormément de nouvelles technologies qui sont évidemment favorables pour tout un tas de choses, pour de l'éducation, pour de l'économie, pour tout un tas de choses. Et évidemment, avec ça, et comme chaque avantage, il y a aussi des inconvénients. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont des plateformes de trolls, de fake news, qui évidemment font mal à notre démocratie. Mais il y a autant de positifs que de négatifs, et tout dépend de ce qu'on essaye d'y trouver ou de la manière dont on souhaite y contribuer. Est-ce que tu peux faire un distinguo entre ce que représentent ou ce qu'est les affaires publiques et ce qu'est les relations publiques? Alors, c'est un sujet assez complexe parce qu'aujourd'hui... il y a tout un tas de termes qui, finalement, identifient un peu la même chose. Les affaires publiques, ça prend un petit peu la globalité de ce pont, finalement, entre tous secteurs confondus. Et quand on parle généralement, mais ça, encore une fois, et puis c'est propre à la France aussi, et puis ça dépend encore des marchés, les relations publiques, on va parler plutôt de communication extérieure, de communication grand public. Les affaires publiques ont un côté un petit peu plus institutionnel, si je puis dire. C'est qu'on peut faire des relations publiques sans jamais parler aux institutions. On peut difficilement faire des affaires publiques sans jamais parler aux décideurs politiques. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je crois que je n'ai pas la réponse tranchée, en tout cas. Ouais. Et Mavance a été créée donc il y a 10 ans. Alors, Mavance fête ses 10 ans cette année, absolument. Joyeux anniversaire. Merci. Elle s'écrit effectivement à l'initiative de Jason Decor, donc, qui est le fondateur et CEO du groupe Mavance, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a le droit de dire qu'on est un groupe. Ouais, d'accord. On a des bureaux à Bruxelles et des équipes, quand j'ai des bureaux à Bruxelles, à Paris et à Berlin. Effectivement, ça s'est créé il y a 10 ans. Donc, nous, on est vraiment spécialisés dans le recrutement et dans le conseil à management des postes en affaires publiques. Alors, créé il y a 10 ans, à Bruxelles, pour une simple raison, c'est que Bruxelles bénéficie, on va dire, d'une maturité des affaires publiques qui n'était pas tout à fait la même que ce qui était existant en France. Et la donne chance, fort heureusement, c'est né d'un constat tout simplement. Il n'y avait pas de chasseur de tête, issu de ce métier-là. La spécificité de Mavance, si tu me le permets, je fais un peu la publicité de Mavance, mais non, mais on va en parler. C'est de se dire qu'au-delà du fait de ne recruter que dans le secteur des affaires publiques, donc en gros des représentants d'intérêt, même si ça va un petit peu au-delà, parce qu'on recrute des chief of staff, des directeurs de la communication, de crise, c'est un peu plus large, mais en tout cas c'est dans le globe des affaires publiques. Mis à part cette spécificité, on en a une deuxième, c'est que l'intégralité des équipes, donc vraiment à l'exception du fondateur de Jason, qui lui vient du secteur du recrutement, on est tous d'anciens lobbyistes. D'accord, ok. Il n'y a pas une personne chez Mavance qui n'est pas de près touché le métier ou un des métiers, parce qu'ils sont vastes, des affaires publiques. Ce qui fait, et c'est ce qui manquait jusqu'à présent, et c'est la raison de cette création, ce qui fait qu'on a un double rôle finalement, c'est tout d'abord de comprendre les besoins de nos clients. C'est comprendre quels sont leurs objectifs pour traduire leurs objectifs business ou développement en objectifs affaires publiques. Et ensuite, d'aller chercher le bon profil pour répondre à ces bonnes questions. Mais pourquoi il manquait cette spécialisation dans le domaine du recrutement ? Mais parce que les affaires publiques sont un métier qui sont en continuelle transformation. Et on le disait, il n'y avait pas de formation d'ailleurs pour devenir lobbyiste. C'est quelque chose qui se faisait de manière un petit peu empirique. Et donc tout simplement, je pense qu'il y a des cabinets de recrutement aujourd'hui qui font un petit peu d'affaires publiques, mais sans eux-mêmes connaître
de l'intérieur, si je puis dire, le métier, et donc sans connaître les différenciations qu'il y a. Si tu veux, nous, on a été tous frappés, quand je parlais avec mes collègues, on a tous été chassés à l'époque, quand on était lobbyistes, certains le sont toujours. On a été chassés pour des postes qui, clairement, ne correspondaient ni à ce qu'on savait faire, ni à ce qu'on avait envie de faire. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'est ça, c'est en étant nous-mêmes d'anciens représentants d'intérêt. C'est quoi les exemples ? En gros, c'est pour être un bon directeur des affaires publiques, il faut avoir fait l'ENA. Non, c'est une hérésie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir fait l'ENA. Et on peut tout à fait avoir fait l'ENA et être un très bon lobbyiste. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ou alors, c'est dire il faut un collaborateur parlementaire. Comme dans tout métier, il y a des bons et il y a des mauvais collaborateurs parlementaires, comme dans tout métier. Non, mais puis aussi, il y a une diversité, par exemple, parmi les attachés parlementaires. Aucun ne se ressemble. Mais absolument. Et puis, il y en a certains qui sont plutôt bras droits, il y en a qui sont plutôt, effectivement, communicants, il y en a qui vont être davantage plumes, il y en a qui vont être des vrais techniciens d'une certaine réglementation et de la légistique. Il y a énormément de choses. On n'appréhende pas le secteur territorial comme on appréhende le secteur national, comme on appréhende le secteur européen. Et donc, en fait, il y avait une espèce de mélange, mais qui est normal. C'est un secteur qui est très large. Il y avait un mélange et une incompréhension, finalement, de qu'est-ce qu'un représentant d'intérêt, où est-ce qu'on le trouve et qu'est-ce qu'il doit être amené à faire. Et fort heureusement, et on l'entend de moins en moins, on l'entend encore, de clients nous dire moi j'ai besoin de quelqu'un en gros qui sache faire du réseau et je veux pas le voir au bureau, je veux qu'il soit tous les soirs dans un cocktail. Ça c'est dépassé, ça n'existe plus. Ça veut pas dire qu'encore une fois, évidemment, ce sont des métiers ce sont des métiers de communicants, ce sont des métiers encore une fois, on parle de co-construction et de dialogue, donc si vous aimez pas parler avec les gens, ça va être dur. C'est pas ce métier qu'il faut faire. Voilà, on est d'accord. Maintenant, si on pense que la seule tâche d'un représentant d'intérêt, c'est d'aller dans des cocktails mondains, clairement, c'est pas non plus le bon métier. Et c'est marrant parce que, en réalité, il faut évangéliser ou éduquer aussi bien en fait le grand public sur le métier que les employeurs. Mais surtout, bien sûr, absolument, et surtout les employeurs. Mais nous, c'est notre vocation aussi. C'est que nous, notre vocation première, avant d'aller recruter la bonne personne, c'est de comprendre et de conseiller nos clients. Et là, encore une fois, la HATVP a quelque chose d'intéressant, c'est que on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de besoins en affaires publiques, parce que ce dialogue, il est éminemment important. Et par conséquent, on a pas mal de clients, effectivement, qui nous téléphonent en disant j'ai besoin d'un directeur des affaires publiques. Ok, mais pourquoi faire ? Je ne sais pas exactement. On va comprendre ensemble pourquoi. On va comprendre ensemble pourquoi. Et une fois qu'on aura compris pourquoi et quels sont ses objectifs, on trouvera la bonne personne. Donc, c'est quoi ? C'est des entreprises ou des organisations qui n'ont pas un ADN lié aux affaires publiques, qui se disent « j'ai l'intuition que c'est quelque chose dont j'ai besoin ». Mais je ne sais pas trop quand, comment, quoi faire avec. Soit on a des structures qui sont hyper acculturées aux affaires publiques, et donc ça vise à remplacer un directeur, un vice-président affaires publiques qui s'en va. Soit effectivement, ça peut aussi être une toute petite start-up qui sont très impactées par des législations existantes ou à venir, parce qu'on l'évoquait très brièvement avant, mais aujourd'hui, tu as tout un tas et notamment par le numérique, tout un tas de nouvelles structures qui existent et qui commercialisent ou qui ont une activité avant même que la législation ait prévu la réglementation de cette activité. Et par contre, Uber, quoi. Mais voilà, Uber, Airbnb, il y en a des tonnes. La crypto, enfin voilà, il y a tout un tas d'activités, de services, enfin bon, bref. Ne revenons pas là-dessus, mais effectivement, l'ubérisation. Et c'est finalement de se dire, quelques licornes, c'est de se dire, moi aujourd'hui j'ai une nouvelle activité, je vais la pousser à fond. En revanche, sur un changement de virgule dans la législation, je peux tout perdre. Donc c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte de les accompagner pour qu'il y ait une personne qui anticipe la législation à venir et qui représente justement les intérêts de cette nouvelle structure auprès du décideur public pour co-construire avec elle. Donc on a vraiment de tout, pardon, mais pour répondre clairement à tes questions, nous on recrute pour des clients qui sont très acculturés aux affaires publiques et qui ont besoin de remplacer des départs, ou pour des personnes qui se rendent bien compte, soit parce qu'elles l'anticipent, soit parfois malgré elles, et ça c'est intéressant aussi, qu'elles ont besoin d'un représentant. C'est vrai pour certains secteurs, notamment pour parfois des fédérations d'entreprises, de secteurs qui jusqu'à présent étaient pas très attaqués, parce que pas très visibles, entre guillemets, publiquement, et qui, aujourd'hui, par les velléités de certains activistes, sont pris en grippe par certaines organisations et qui doivent se défendre un peu malgré elles. T'as des exemples ? Ça peut être aujourd'hui des coopératives forestières. Ah oui ? Par exemple, bien sûr, on a beaucoup d'activistes qui partent du principe que couper un arbre, c'est tuer la planète. C'est une hérésie sans nom, mais ils sont extrêmement puissants et ils font énormément de mal à ce secteur d'activité. D'accord. Et donc là, on a des entreprises ou des organisations qui, malgré elles,
se rendent bien compte qu'il leur faut quelqu'un. Ouais. Et c'est compliqué parce qu'il y a un coût aussi, comme tu le disais avant. Il y a un coût d'embaucher ce type de profil. Mais aujourd'hui, elles ont besoin de quelqu'un qui va défendre leurs intérêts, à la fois auprès des pouvoirs publics, mais à la fois pour éduquer tout un tas de personnes, pour participer à certaines AG, pour intégrer certaines associations et leur expliquer que non, couper un arbre, c'est pas tuer la planète. Bien au contraire, ça dépend de comment ça fait. Mais on ne reviendra pas sur ce sujet-là. C'est vrai aussi pour tout un tas de fédérations, par exemple, de bouchers, d'agriculteurs. Enfin voilà, il y a tout un tas aujourd'hui de métiers qui sont pris en ligne de mire par certains organismes. Ouais. Il y avait eu un article dans Les Échos il n'y a pas très très longtemps qui parlait justement de ces startups qui engageaient de plus en plus de directeurs ou de directrices des affaires publiques. Donc pour anticiper les évolutions législatives, pour anticiper et protéger leur marché. Pendant la Covid, il y avait une boîte là qui s'appelle Andy Merci qui commercialisait, tu sais, les gels hydroalcooliques. Ouais. Et ben, il s'avère que ça a été une opportunité, une énorme monnaie en fait, la Covid, parce que d'une part, il fallait vendre des gels, mais vu que c'était devenu en fait un bien aussi utile et important que les pâtes, il a fallu s'assurer que les prix restent encadrés. Donc, il a fallu encadrer les prix. Et eux, ils étaient assez chers. Et voilà, c'était plutôt un produit cosmétique qu'un produit sanitaire. Et tout leur enjeu était de sortir justement en fait de cet encadrement des prix qui aurait probablement tué la boîte ou en tout cas endommagé la boîte. Alors comment tu fais en fait quand tu es une start-up, qu'un truc comme ça te tombe et que tu es obligé en fait de réagir au quart de tour pour préserver tes intérêts. Tu t'adresses à Mavence, Absolument, non, mais c'est le DG ou le président en fait qui est obligé de prendre une nouvelle casquette alors qu'il a déjà beaucoup d'autres choses à faire. Voilà, comment ça se passe par exemple dans ce genre de situation? Non, mais tu as raison. Et alors le milieu des startups, alors là il y a deux sujets. Il y a à la fois les startups et puis à la fois des entreprises qui soit avaient un produit classique qui sont qu'elles se voient disruptées, c'est un petit peu le mob à la mode par de nouveaux entrants. C'est toujours la même chose. Soit effectivement dans le cadre, et l'article que tu évoques des Échos, c'est ça, c'était vraiment, mais ça c'était différent parce que c'était vraiment les startups qui par conséquent avaient des activités qui anticipent la réglementation. Et donc là évidemment il faut quelqu'un en matière d'affaires publiques à la fois pour appréhender la législation nouvelle à venir et s'assurer qu'elle ne mette pas en défaut la pérennité de l'activité, mais aussi pour co-construire tout simplement la réglementation. Aujourd'hui, et tu prenais en exemple Uber, mais encore une fois, c'est vrai pour tout un tas de secteurs, mais Uber est sans doute le plus flagrant, l'interdire est vain. On parle de crypto-monnaies, c'est vrai aussi avec les marketplaces, DMA, DSA. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, interdire ces sujets-là sont vains pour un pays comme la France ou même pour l'Union européenne parce que c'est mondial. Et par conséquent, il faut construire. Interdire, ça sert à rien. Il faut construire au mieux pour la pérennité de l'intégralité des activités. Donc ça, évidemment, ça s'anticipe. Ce sont des responsables d'affaires publiques ou des représentants d'intérêt. Mais si tu veux, c'est encore une fois, la solution, elle est toujours la même. C'est de discuter. Et par rapport à l'article que tu disais, enfin que tu évoquais, oui, il y a de plus en plus de recrutement en affaires publiques et on en est évidemment ravis parce que ce besoin de co-construction n'a jamais été aussi pesant, à la fois par la révolution numérique qui offre tout un tas de nouveaux services et tout un tas de nouveaux marchés qui ne sont plus que français et européens. Tu évoques en fait effectivement ces différences territoriales, France, Europe, États-Unis, qui ont des réglementations différentes. Asie. Effectivement, qui ont aussi en fait des pratiques d'affaires publiques différentes. Est-ce qu'on peut parler de doctrine d'affaires publiques? Est-ce qu'en France, il en existe une? Est-ce qu'il en existe aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Est-ce que en fait, il n'en existe pas? On repose tout cela en fait sur la formation. Déjà, il y a autant de tendances qu'il y a de systèmes politiques. Le lobbying ne se fait pas vraiment de la même manière quand tu es en démocratie ou non. Ouais, c'est plutôt des questions culturelles. Ça dépend forcément du modèle de fonctionnement du pays. Et effectivement, la révolution numérique va transgresser un petit peu tout ça. Mais néanmoins, oui, tu as autant de pratiques de lobbying que tu as de systèmes politiques, finalement. On ne fait pas du lobbying en France comme on a fait en Chine. Et la couverture de l'activité de Mavence, tu parlais de Berlin, de Paris, de Bruxelles. C'est donc, en fait, 3 territoires, 3 pays sur lesquels vous évoluez et vous restez sur ces 3 pays. Est-ce qu'il y a une assise plus européenne ? En fait, le bureau initial a été créé à Bruxelles, effectivement, comme je te le disais avant, parce que fort d'une maturité des affaires publiques qui était un petit peu en avance.
Depuis Bruxelles, on a toujours rayonné partout en Europe, donc dans tous les pays européens, mais avec un prisme fort effectivement sur les postes basés à Bruxelles, à Paris, à Berlin, à Francfort pour certains, à Londres, et quand bien même que ce soit pré ou post-Brexit, il y a des pays qui sont plus dynamiques, on va dire, en matière d'affaires publiques. L'Italie, c'est vrai aussi pour l'Italie, mais c'est vrai aussi pour l'Espagne. Donc depuis m'avance Bruxelles, en fait, on rayonnait partout en Europe avec vraiment, et c'est la raison de l'ouverture du bureau parisien, puis cette année du bureau berlinois, avec des spectres forts, effectivement, en France et en Allemagne. Ouais. Vous vous rapprochez des clients ou vous vous rapprochez des territoires sur lesquels vous pouvez avoir un impact. On se rapproche des besoins des clients. Ouais. On se rapproche des besoins des clients. En fait, tout dépend des besoins de nos clients. Aujourd'hui, il y a beaucoup... et en ça, on parlait avant des crises. Dans toute crise, il y a aussi des opportunités. Le Brexit est malheureux pour l'Union européenne. Je suis une Européenne convaincue. Hein. En revanche, il a eu ça de bon, entre guillemets, pour la France, d'avoir beaucoup de nouvelles structures, enfin, de sièges sociaux d'entreprises internationales qui se sont basées en France. Ouais. Et donc, nous, on se rapproche tout simplement des besoins de nos clients. On est à la disposition de nos clients avant tout. D'accord. Et les lieux de pouvoir, aujourd'hui en Europe, c'est où ? C'est Strasbourg, c'est Bruxelles, c'est toutes les grandes capitales européennes. Oui, c'est toutes les grandes capitales européennes. Ça reste évidemment Bruxelles. Ça reste Bruxelles, pourquoi ? Parce qu'il y a toujours en fait cette prédominance européenne. Parce que ce sont le siège des institutions, du moins politiques. Là où je veux en venir, en fait, c'est en parlant en fait des lieux de pouvoir. Et on a beaucoup évoqué les territoires. On évoque évidemment en fait le lieu de prise des décisions politiques et législatives qui sont les capitales, les lieux de siège des parlements, notamment en France à Paris avec à l'Assemblée nationale, les différents ministères, le Sénat. Mais quelle est la relation aujourd'hui que les entreprises et les directeurs des affaires publiques peuvent avoir à destination des territoires ? Parce qu'il y a quand même un principe en France depuis de nombreuses années, c'est celui de la décentralisation. Est-ce que c'est une tendance aussi en fait que suivent les entreprises ou pas ? Est-ce qu'il y a quand même un prisme à destination en fait des pouvoirs locaux ? Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que oui, tout à fait. On va dire qu'il y a jusqu'à il y a quelques années, on voyait les lobbyistes comme des personnes gravitant dans les sphères institutionnelles, en tout cas en France, plutôt parisiennes. Comme tu le disais, ministère et Parlement, donc Assemblée nationale et Sénat. Aujourd'hui, on a vraiment... alors, je ne veux pas les scinder en deux, mais en tout cas, on voit deux profils émergents. Soit effectivement des affaires publiques plutôt orientées nationales et européennes, avec notamment des législations européennes qu'il faut anticiper, donc des directives qui ont vocation à être transposées en droit national, mais également, et de plus en plus, des représentants d'intérêt au niveau territorial, donc avec une très bonne connaissance effectivement du fonctionnement d'un écosystème territorial et qui sont davantage en soutien business opérationnel d'une entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça a toujours été le cas, mais en tout cas on le voit davantage dans les demandes de nos clients, il y a certains secteurs qui étaient d'ores et déjà très en avance là-dessus. Hein. Mais en tout Comme cas, lesquels ? Pour tout ce qui est secteur des énergies. Ouais. Prenons un exemple, EDF a toujours eu des représentants territoriaux, des directeurs territoriaux locaux. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes, effectivement, de profils, alors toujours affaires publiques, mais vraiment, encore une fois, je le disais, c'est important, il n'y a pas un profil affaires publiques, tout dépend de l'objectif de l'organisation qui l'emploie. Si on parle là d'une structure privée, parce que ce serait l'exemple, si on parle de structure privée qui agissent au niveau territorial, ce sont des besoins de personnes qui vont aller supporter, d'un point de vue business, qui vont aller supporter le business développement d'une entreprise dans un territoire. Donc là, effectivement, ça va être des personnes qui connaissent très bien le fonctionnement territorial pour, pareil, être le pont entre décideurs publics territoriaux et entreprises pour typiquement aller tout simplement faire une cartographie de quels sont les lieux qui seront les plus adéquats pour installer tel nouveau service ou pour installer tel nouveau produit. Qui est-ce qu'on va voir ? Quels sont les interlocuteurs ? La préfecture, bien entendu, les différents maires ou les communautés d'agglo, les administrations décentralisées pour certains secteurs. Donc oui, ces lobbyistes territoriaux sont très importants aussi et ils se dessinent davantage qu'avant sans doute. Ouais. En tout cas, c'est plus tout secteur compris. Là où avant, c'était quand même dans certains secteurs très spécifiques. D'accord, ok. Donc plutôt des entreprises nationales, européennes, internationales qui ont des projets industriels en territoire qui vont passer par des interlocuteurs internes ou externes. Ils vont probablement aussi pouvoir déléguer avec des personnes en fait qui ont une connaissance fine des régions, des départements et des territoires. Est-ce que des entreprises ayant leur siège en région peuvent aussi avoir à leur échelle
des responsables des affaires publiques ou en lien avec les institutions? Bien sûr, et de plus en plus. Et aujourd'hui, de toute façon, encore une fois, et pour reprendre, pour exemple, la métaphore, un représentant d'intérêt, c'est un pont. C'est un pont entre plusieurs secteurs. Il y a énormément d'entreprises qui ont leur siège social en province, énormément. Et oui, elles ont une personne qui représente leurs intérêts auprès des institutions françaises et par conséquent plutôt parisiennes, auprès des administrations décentralisées, mais qui bien évidemment doivent être dans les territoires. On ne fait pas des affaires publiques sans comprendre son métier même. Donc là, tu parlais d'industrie. S'il y a des sites de production dans les territoires, il est éminemment nécessaire d'aller au sein des territoires et aller au sein de ces sites de production pour comprendre l'activité et pour l'expliquer tout simplement à la fois aux pouvoirs publics locaux et également internationaux, ou nationaux et internationaux, notamment européens. Et c'est ce par quoi toi, tu as commencé en étant attaché parlementaire d'une députée? Ou alors tu étais à Paris, elle était sénatrice, tout à fait. Mais alors, sénatrice, ouais. Moi, au départ, j'étais collaboratrice au sein de... c'est une ancienne maire qui était dans un groupe d'opposition. Et donc, j'étais collaboratrice du groupe d'opposition au sein d'une collectivité. Avant effectivement de la suivre au Sénat comme collaboratrice parlementaire au Sénat. Donc j'ai vu effectivement le prisme collectivité et plutôt national. Et qu'est-ce qui t'a motivé qu'est-ce qui t'a intéressé, voilà, c'est quoi, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce secteur d'activité, dans ce milieu, dans ce métier? Tu avais une appétence pour la politique en particulier? J'avais un intérêt pour la politique parce que je pense que c'est compliqué de ne pas avoir d'intérêt pour la chose publique. C'est comment est-ce que se dessine notre monde, comment se dessine notre environnement. Malheureusement, je connais beaucoup de personnes qui n'en ont strictement rien à faire. Alors c'est assez amusant parce qu'effectivement, elles en ont strictement rien à faire, mais elles sont quand même en train de repartager des choses sur les réseaux. Moi, je suis toujours assez étonnée de personnes qui me disent « Non, moi, ça ne m'intéresse pas du tout la politique ». Et il n'y a pas un dîner où elles ne parlent pas politique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se dire qu'on est complètement apolitique, complètement désengagé, qu'on s'en fiche. Il y en a, et c'est certain. Mais voilà, je suis souvent étonnée. On parlait de transparence tout à l'heure, de l'accointance entre les mots et puis la réalité des choses. Mais quoi qu'il intéressé par la politique. Mais intéressé par la politique. Et puis c'est une excellente école. C'est savoir... Parce qu'on peut juger, mais juger sans comprendre, c'est toujours très compliqué. Donc, on aime bien juger ce qui se passe, on aime bien porter la responsabilité sur nos décideurs politiques ou sur des directeurs d'entreprise. Maintenant, juger sans connaître, et évidemment, on ne connaît jamais tout. Mais en tout cas, voilà, moi, tout simplement, c'était une appétence, c'était de comprendre comment se faisait la fabrique de la loi, comprendre qui on interrogeait, comment ça se faisait, comment est-ce qu'un décideur politique, finalement, venait à proposer certaines choses. Voilà, c'est ça ce qui m'a attirée. Et tu n'as pas continué, tu as bifurqué ensuite vers le privé? Tu as été en fédération? Oui, j'ai été en fédération, effectivement, fédération sportive au niveau européen, et puis ensuite une entreprise privée au niveau national, mais parce que le rôle est le même, finalement, c'est promouvoir des intérêts. Et puis après, on se découvre au long de sa carrière professionnelle. Bon, il se trouve, et après j'ai rejoint Mavance pour ces raisons-là, mais ça m'appartient complètement. J'adore les affaires publiques, je trouve que c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Évidemment, la chose publique m'anime, si je puis dire, mais j'aime bien le BizDev aussi. Et donc, effectivement, à la fois le côté plaidoyer, représentation d'intérêts, pour chercher des intérêts communs auprès d'un secteur qu'on va promouvoir. Ça, c'était vraiment le côté fédération. Fédération, c'est faire émerger des positions communes pour les présenter au pouvoir public. Donc ce côté de compréhension, de faire émerger des positions communes, ça me plaisait beaucoup. Et puis après, en entreprise privée, c'est vraiment d'aider au business développement d'une structure privée en étant, pareil, ce pont avec la décision, avec les décideurs publics. Oui, et puis la particularité de travailler pour un cabinet de recrutement et de le développer, c'est de multiplier ses chances de participer au projet d'entreprise. Oui, et puis c'est d'élargir largement son spectre. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé effectivement, comme tu le disais, dans le sport, ensuite dans des énergies, mais alors, encore une fois, très spécifiques. Moi, c'est certificat d'économie d'énergie, donc c'est un pendant encore ultra spécifique. On parlait avant des startups qui ont besoin de représentants d'intérêt pour anticiper les législations à venir. Bon, avec les C2E, on était en plein dedans. Mais voilà, ce sont des secteurs très spécifiques. Et l'avantage avec Mavance, c'est que nous, on travaille vraiment en tout secteur confondu et qu'on se doit de comprendre les besoins de nos clients et par conséquent, les secteurs dans lesquels ils évoluent. Et pour moi, c'est ça qui fait tout l'intérêt aujourd'hui de mon métier. Et c'est quoi alors les qualités justement en fait d'un bon représentant d'intérêt? C'est celle d'être hyper spécialisé, c'est celle au contraire en fait de savoir et d'avoir la capacité de brasser des sujets vraiment très différents? Ça dépend des besoins. Il n'y a pas un profil type de représentant d'intérêt, si ce n'est effectivement qu'il faut écouter, parce que pour faire émerger la position commune, il faut prendre en considération l'intégralité des parties prenantes. Avoir une technicité pour être tout simplement
un bon interlocuteur, avoir une technicité. En fonction des secteurs, il faut avoir, ou non d'ailleurs, une certaine technicité. Quand vous parlez à des représentants, je ne sais rien, moi, je prends quelques clients, mais soit des secteurs pointus de l'énergie, soit des secteurs dans le domaine de la santé avec des parties prenantes qui sont très spécialisées. Pour pouvoir les convaincre, pour pouvoir les entendre, pour pouvoir les comprendre, il faut avoir une technicité. Et puis, au contraire, vous avez aujourd'hui des consultants ou directeurs conseils en cabinet de conseil qui sont très généralistes et qui sont extrêmement pertinents pour leurs clients. Là, le but, c'est pas d'être spécifique sur un sujet, c'est d'être finalement cette espèce de chef d'orchestre, d'aller écouter toutes les parties prenantes pour faire émerger la position qui sera celle qui sera représentée auprès des pouvoirs publics. Il n'y a pas un profil type. Et c'est pour ça qu'on a créé Mavence. C'est exactement pour ça qu'on a créé Mavence. Parce que il n'y a pas la personne, il n'y a pas une personne type à aller chercher. Ça dépend vraiment des ambitions du client. Et toutes les ambitions sont diverses parce que nos clients n'ont pas la même maturité au niveau des services proposés, au niveau de leur communication, au niveau de leurs interactions avec les pouvoirs publics. Donc, c'est tout l'intérêt de Mavence, en fait. C'est comprendre le besoin pour chercher le bon profil. Donc, une entreprise, lorsqu'elle recherche un collaborateur ou un directeur des affaires publiques n'a pas besoin d'un Sciences Po, ENA, attaché parlementaire ou ancien préfet, collaborateur ministériel. C'est pas ça. Il y a une diversité beaucoup plus importante. Oui, il y a une diversité plus importante. Après, bien entendu, les secteurs que tu évoques, oui, pour certains besoins, mais encore une fois, c'est pour certains besoins, parce que notre client a ce besoin-là, parce que son objectif est le suivant, on va aller chercher des personnes qui ont une très bonne connaissance du système institutionnel français. Et donc, dans ce cas-là, oui, on va aller chercher des personnes qui ont été en cabinet ministériel. Mais encore une fois, avoir été en cabinet ministériel, ça veut tout et rien dire. Que vous soyez directeur de cabinet, chef de cabinet, conseiller spécial, conseiller technique en charge de questions liées aux énergies, au développement durable, que vous soyez conseiller parlementaire. Les conseillers parlementaires, c'est intéressant parce que de facto, ils traitent avec l'intégralité des différents ministères et avec l'intégralité des groupes parlementaires. Donc, encore une fois, dire « je veux quelqu'un qui soit issu d'un cabinet ministériel », ça ne veut rien dire. Avec quelle technicité au sein d'un cabinet ministériel ? Je veux un collaborateur parlementaire. Pareil, ça ne veut rien dire, je veux un collaborateur parlementaire. Et c'est sans compter d'ailleurs, en fait, que sous chaque appellation ou chaque titre, ils ont des fonctions souvent aussi très différentes de ministère en ministère. Mais absolument. Donc, c'est pour ça que Mavence a été créé. Ouais. C'est parce que il y a énormément de profils différents, il y a énormément de compétences différentes. Tu as des secteurs d'activité avec lesquels tu travailles tout particulièrement ou pas ? Non, mais nous, alors oui et non en réalité. On ne se ferme à aucun secteur. En revanche, on est, nous aussi, très impactés par l'actualité politique. Donc clairement, en fonction de l'agenda parlementaire, on va voir émerger des demandes de secteurs très différents. Il y a 6 mois, on est dans le secteur énergétique à fond, éolien offshore, photovoltaïsme ou agri-photovoltaïsme. Après, on a été beaucoup DSA, DMA oblige. On a été effectivement beaucoup dans le secteur, secteur plutôt numérique, avec des besoins de bonne compréhension du fonctionnement européen. Beaucoup dans le secteur de la santé actuellement. On est nous-mêmes impactés un petit peu finalement par l'agenda politique. Ouais, ça veut dire que vous-même, vous devez mener des campagnes de veille. Vous devez être très informé. Donc, est-ce que vous menez des campagnes d'affaires publiques, des actions à destination en fait des pouvoirs publics? Alors nous, aucune. Et ça, c'est vraiment une ligne qu'on ne franchira pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est un cabinet de recrutement ou de conseil en management d'affaires publiques. On ne fait pas nous-mêmes d'affaires publiques pour une raison simple, c'est que ce n'est pas notre métier. C'est le métier des représentants d'intérêt qu'on embauche et c'est le métier des cabinets de conseil. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas de cabinet de conseil en affaires publiques. Très bien. Donc, on s'assure des compétences des personnes qu'on recrute. Bien entendu, comme tu le disais, on s'intéresse à tout secteur et on s'intéresse à l'agenda politique parce que ça fait partie de notre métier aussi. C'est-à-dire qu'on va cibler le bon profil. Et une fois qu'on a ciblé les bons profils, il faut qu'on s'assure de leurs compétences. Donc, typiquement, en fonction des sujets et des besoins de nos clients, on va s'assurer de... si là... on est à la rentrée, octobre-novembre, il va y avoir PLF, PLFSS. Il faut qu'on s'assure que la personne sache de quoi elle parle. Typiquement, quand on recrute dans le secteur du numérique à Bruxelles, si la personne n'a jamais entendu parler de DMA, DSA, il y a un gros problème. Et elle a beau être collaboratrice parlementaire. Donc évidemment, on continue à se former toujours, et parce que c'est notre cœur de... c'est ce qui nous a animés dans un premier temps, et c'est ce qui est très intéressant dans notre métier. On reste très au fait de l'agenda politique. Par contre, on ne donne pas de conseils en affaires publiques pures. Alors, c'est quoi le processus de recrutement ? Alors... Est-ce que vous chassez, vous
faites une fiche que vous éditez avec votre client. C'est quoi le process? Alors, sans révéler évidemment en fait des secrets industriels oui, chez vous, mais non. Alors encore une fois, ça dépend un petit peu des clients, mais disons que de manière très générale, on va être appelé par une structure, encore une fois, organisation professionnelle ou entreprise privée, pour un besoin en matière d'affaires publiques. On va écouter le besoin, définir le besoin avec eux. Ensuite, effectivement, c'est un long échange. On veut vraiment s'assurer d'avoir la compréhension de leurs besoins. Ensuite, on va rédiger une fiche de poste. Ou alors, ils ont une fiche de poste que généralement, on se permet d'amender un petit peu. On va cibler avec eux les différents... Voilà le profil que, en fonction généralement, c'est ça le discours, c'est en fonction des objectifs que vous avez décrits, voici le profil que nous imaginons être le bon. Est-ce que ça correspond? Quand la réponse est oui, on édicte la fiche de poste. Tout dépend aussi, évidemment, du package salarial disponible. C'est un coût d'avoir un représentant d'intérêt. Donc, est-ce qu'il faut quelqu'un plutôt de junior pour faire de la veille? Il y a quelqu'un en interne qui va pouvoir prendre le relais. Est-ce qu'au contraire, il faut quelqu'un de senior qui soit en capacité de définir une stratégie affaires publiques? Donc, tout dépend, encore une fois, de la maturité et de l'acculturation aux affaires publiques de l'entreprise. On définit la fiche de poste. Et puis là, effectivement, après, on part en chasse. C'est-à-dire que nous, on ne fonctionne pas avec des listings de candidats de CV qu'on devrait placer. Et on travaille pour le compte de nos clients, non pas pour les candidats. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas, bien entendu, et qu'on ne réceptionne pas tout un tas de CV. En revanche, chaque mission fait l'objet d'une chasse. C'est-à-dire qu'on va aller cibler toutes les personnes qui nous semblent, au vu de ce qu'on peut voir, un CV, un profil LinkedIn, des réseaux évidemment personnels. On est tous issus de ces secteurs-là et on maintient tous des réseaux très forts dans ces secteurs-là. On va aller cibler tout un tas de personnes qui, en fonction de leur profil, de leurs expériences, de leurs qualifications, nous semblent pertinentes. Généralement, mais encore une fois, c'est pas de la science exacte, mais on va cibler entre 50, 70 candidats. Ensuite, on va les approcher. Et généralement, ensuite, il y a une phase où on va dire il y a à peu près 3 entretiens pour ceux qui vont aller jusqu'au bout du process. Le premier, c'est un entretien, excuse-moi du terme, mais j'aime bien dire un peu de séduction. C'est-à-dire que c'est le chasseur de tête qui va cibler un profil. C'est plutôt agréable pour la personne qui est chassée. Ouais. C'est j'ai été repéré par un chasseur de tête, c'est que mon profil potentiellement peut être intéressant. Et là, c'est nous qui allons, dans un premier temps, nous assurer de l'adéquation entre ce qui nous a semblé être pertinent et la réalité du profil, parce qu'il y en a qu'on ne connaît pas du tout, c'est de la chasse, donc il y a des profils qu'on cible qu'on ne connaît pas. Si jamais, effectivement, il y a une adéquation entre ce qu'on a supposé être vrai en matière de compétences et la réalité du profil, on passe à une deuxième phase qui est de promouvoir le poste qu'on a, nous, aujourd'hui. Il faut le vendre. Exactement. C'est, alors pareil, c'est pas de la science exacte, mais 90% des personnes qu'on chasse et qu'on place sont en poste au moment où on va les chasser. Ouais. Donc, elles ne sont pas du tout à l'écoute de marché. D'où l'intérêt de passer par un cabinet de recrutement. Si vous postez un truc sur LinkedIn, si la personne n'est pas en recherche, elle ne va pas le voir. Ouais, elle va pas le voir. Donc, nous, on va vraiment chercher ces personnes-là. Et donc, il va falloir, si elles nous semblent pertinentes, les intéresser au projet. D'où l'intérêt aussi de faire appel à la Mavance. C'est que qui mieux qu'un ancien représentant d'intérêt pour savoir ce qui va faire vibrer la personne avec laquelle on parle. Et donc, très rapidement, on va sentir quelles sont les appétences de carrière de ces personnes-là. Et donc, on va se dire, OK, c'est un match ou c'est pas un match. D'où l'intérêt de ne pas recruter des personnes spécialisées en recrutement, mais plutôt en affaires publiques. Mais pour attirer d'autres profils. Absolument. C'est pour ça que nous, on travaille, nos équipes sont uniquement constituées de représentants d'intérêt. Parce que c'est nécessaire de comprendre ce que la personne a envie de faire. Si elle parle plutôt international, si elle parle business dev, si elle parle diplomatie, on comprend très vite quelles sont en tout cas les appétences de la personne qu'on a en face de nous. Et donc, s'il y a un intérêt à poursuivre ou pas. Enfin, s'il y a vraiment une appétence, en tout cas, s'il y a une volonté commune de poursuivre, c'est-à-dire que la personne est intéressée pour en savoir davantage sur le poste, etc., on prévoit un autre entretien qui, là, est vraiment plutôt un entretien technique. Et là, ça appelle, nous, à nos connaissances d'affaires publiques. On va challenger la personne sur ses connaissances et sur sa méthode. Avec des exemples très concrets de missions qu'elle a eu à mener, de représentation d'intérêt, la connaissance de l'écosystème, la connaissance du fonctionnement logistique réel, des missions d'anticipation. Là, on est vraiment sur un entretien d'embauche technique où on va vérifier la technicité. Et puis, bien entendu aussi, on appelle ça les soft skills, mais quel est le caractère de la personne? Qu'est-ce qu'elle fait émerger? Et c'est pour nous très important aussi. C'est au-delà d'un profil, ce sont des postes qui nécessitent... Dans un directeur des affaires publiques ou dans un représentant d'intérêt, il y a toujours un caractère intuitu personné. On représente les intérêts d'une structure. Il faut qu'on soit quand même un petit peu convaincu. Ouais. Il y a, j'imagine, en fait, un arbitrage entre le savoir-faire, le faire savoir,
l'attitude, Absolument. le comportement, Un recrutement, la c'est philosophie. une expertise. Voilà, donc c'est une expérience technique, mais c'est surtout, j'ai envie de dire c'est surtout, c'est aussi un savoir-être. Ouais, un savoir-être. Ouais, et parce qu'une expertise et des connaissances, à la rigueur, ça s'acquiert. Un savoir-être, c'est un gros con, quoi. Absolument. Et surtout, j'ai envie de dire surtout dans ces secteurs-là. Ouais. Je ne recrute pas d'autres, et c'est surtout sans connotation péjorative, mais je pense que c'est peut-être un peu différent si vous embauchez, j'en sais rien, moi, un comptable. Voilà. En tout cas, dans ce secteur d'activité, le savoir-être et le fait que les humains aient envie de travailler ensemble, on parle de co-construction, c'est vrai à tout niveau, c'est éminemment important. Mais donc voilà, effectivement, chasse, entretien, ensuite présentation de la shortlist à notre client. Ouais. Donc là, on présente généralement entre 3 et 5 personnes, dont, pour revenir au côté savoir-être, on assure à notre client que les 3-4 personnes qu'on a présentées sont en capacité technique de prendre le poste le lendemain, correspondent bien entendu aux prérequis, au package salarial, enfin je te passe les détails. Le reste, et c'est pour ça qu'on en présente entre 3 et 4, 3 et 5, ça dépend un petit peu aussi des souhaits du client. Le reste, c'est une question de rencontre. C'est est-ce qu'en discutant, les personnes ont envie de travailler ensemble. Et c'est là où je me permets toujours aussi, et ça peut sembler être une évidence, mais ça ne l'est pas toujours, la donne a un petit peu changé en plus ces dernières années, c'est au moment de l'entretien chez le client, l'employeur doit effectivement trouver un intérêt chez le candidat, mais l'inverse est tout aussi vrai et tout aussi important et plus que jamais. L'entretien, il est réciproque. On a affaire à des personnes, pour la plupart du temps, qui sont en poste au moment où elles sont en entretien. Et qui ne vous sollicitent pas, quoi. Absolument. Et par conséquent, et parfois, c'est... voilà, évidemment, tu t'en doutes, j'ai quelques exemples en tête que je ne dévoilerai pas. Mais voilà, on est dans des situations où c'est un entretien réciproque. J'imagine que c'est quand même super touchy parce que la question, par exemple, des recommandations des personnes qui pourraient venir soutenir d'ailleurs, pas une candidature, parce que les gens ne sont pas candidats. Ils répondent favorable ou non... Alors, on a des candidatures aussi. Hein. Je mentirais à dire qu'il y a que... Alors, il y a de la chasse, évidemment, mais il y a aussi des candidatures. Il y a une banque, j'imagine, en fait, il y a une banque de CV. Vous regardez aussi dedans pour savoir si ça... Mais nos réseaux, tout simplement. Et puis les réseaux. Et puis quand on poste, on a des retours de CV, bien entendu. Quand vous sollicitez une personne qui est en poste et qui dit « il ne faut absolument pas que mon employeur actuel le sache ». Oui, bien sûr, c'est fréquent. Ça t'est déjà arrivé, en fait, d'avoir un client qui passe quand même un coup de fil pour vérifier, en fait, la légitimité ou alors le choix Alors, c'est un des intérêts de Mavance aussi, c'est que avant de présenter des candidats à nos clients en shortlist, on prend, nous, ce qu'on appelle des références off. Les références off, c'est, je ne sais plus qui disait que par 5 personnes interposées, on connaît tous le pape ou Joe Biden aujourd'hui. À l'époque, c'était Barack Obama. Mais, alors, c'est vrai, c'est encore plus vrai dans notre secteur. Il n'en faut plus que 3. Ouais. Même parfois 2. Non, mais tout à fait. C'est-à-dire que nous, de toute façon, on prend des références off avant toute présentation. C'est-à-dire que si on ne connaît pas le candidat directement, déjà, autant dire dans ces secteurs-là, si on n'a aucune personne en commun, typiquement, et très triellement sur LinkedIn, moi, ça me pose quand même un problème. C'est-à-dire que la personne au sein de l'écosystème... Voilà, si on n'a pas de personnes en commun, je vais quand même me poser une question de sa vraie connaissance et de son impact au sein de l'écosystème. Donc, de toute façon, les références off sont prises. Évidemment, et je te donne un cas très concret, on sait que la personne aujourd'hui travaille dans telle entreprise, j'ai des connaissances dans telle entreprise, je ne vais pas les appeler. C'est une évidence. En revanche, voilà, va y avoir des références off. Ensuite, on va demander des références on à cette personne-là, qu'on va faire discrètement ou pas discrètement. Ça dépendra toujours des indications que nous donne la personne. Pareil, moi, si j'ai quelqu'un qui me dit « non, je peux vous donner aucune référence », pareil, j'ai un petit problème de transparence, de savoir-être. Maintenant, pour répondre à ta question... Oui, parce qu'il y a toujours d'anciens collègues, d'anciens patrons. Mais absolument, bien sûr. Donc, nous, on prend les références off dont on ne demande pas l'avis aux candidats, sachant qu'ils ne sont pas en porte-à-faux, puisque c'est nous qui les avons chassés. Donc, voilà. À nous, ensuite, d'avoir, entre guillemets, les mots nécessaires pour avoir... On peut tout à fait dire qu'on cible cette personne, sans qu'on ait un entretien avancé. Absolument. Voilà, c'est à nous de faire notre métier, entre guillemets, en professionnel. Que peux-tu m'en dire ? Exactement, on n'est pas obligé de dire que ça fait le 4e entretien qu'on passe et qu'elle est prête à donner son préavis. En revanche, pour répondre à ta question, est-ce que ça m'arrive d'avoir des clients qui nous ont court-circuité ? Alors, s'ils l'ont fait, je ne suis pas au courant, et ils l'ont bien fait, mais la réponse est non, mais parce que moi, mes clients sont des partenaires. C'est pas une personne que... Voilà, exactement. J'ai un dialogue avec eux, on a une relation de confiance qui s'installe. S'ils n'ont pas confiance en moi ou s'ils n'ont pas confiance aux collaborateurs de Mavance, c'est rien qui passe par nous. Et donc, d'abord, c'est une situation de confiance. Parce que aussi, et c'est très important, je leur demande de tout me dire. Notamment, il y a certains secteurs ou certaines structures qui ont subi des crises réputationnelles, enfin voilà...
je veux être au courant de tout ça. Évidemment, je ne vais pas tout dire, mais voilà, il faut qu'il y ait une relation de confiance entre nous. De temps en temps, je leur demande, quand on a par exemple des personnes qui recrutent des chief of staff, c'est quoi? C'est pour vous mettre vous en avant? C'est pour mettre votre entreprise en avant? Est-ce que vous avez des velléités électorales? Enfin voilà, c'est une relation de confiance qui se crée. Et donc, j'ose dire aujourd'hui, voilà, et j'ose dire que nos clients ne nous court-circuitent pas. Non, et parce que c'est dans leur intérêt, tout simplement. Ouais. Et est-ce que vous interdisez des pratiques? Par exemple, je ne sais pas, un industriel recherche un directeur des affaires publiques et ça serait si facile d'aller chercher en fait le chef de service, par exemple, dans une administration générale qui s'occupait de ce sujet. Alors, encore une fois, on ne s'interdit rien. Mais il faut toujours que ce soit en adéquation avec notre client. C'est-à-dire que, et typiquement, on a pas mal de clients qui sont des organisations professionnelles ou des fédérations. Je leur pose la question, est-ce que je peux aller chasser au sein de vos membres? Ou est-ce que je ne peux pas aller chasser au sein de vos membres? Très bien. Donc ça, moi, je leur fais toujours part des passants de chasse. C'est-à-dire, si j'ai un doute, je vais leur demander. Ou alors, pour un secteur d'activité où il n'y a pas... il n'y a pas 40 représentants d'intérêt, il y en a 3-4. Est-ce que je peux aller chercher votre concurrent ou pas? Parfois, on nous le demande. On dit, justement, moi, je veux aller chercher mon concurrent. Ou alors, je veux aller chercher au sein d'un membre. Mais si c'est moi qui le fais, ça me met un petit peu en porte-à-faux. Alors, si c'est le cabinet qui chasse, ça pose pas de problème. Donc, encore une fois, de principe, on ne s'interdit rien, mais tout doit être fait en bonne intelligence avec notre client. Et c'est génial parce qu'en fait, il y a 2 ans, tu as découvert un nouveau métier. Mais c'est exactement ça. Un métier qui me passionne. Mais j'ai effectivement découvert un nouveau métier. C'est quoi les perspectives là dans 5 ou 10 ans de Mavance ou de toi ou... Alors, moi et Mavance, c'est évidemment lié. Parce que tu es associé, tu es recruté, c'est... Oui, je suis associée au fondateur, à Jason Descamps. Et donc, nos perspectives, en tout cas ma perspective pour Mavance France, mais lui, sa perspective pour Mavance, c'est comme je te le disais, Bruxelles il y a 10 ans, Paris il y a 2 ans, Berlin cette année. Alors, c'est à la fois l'expansion géographique, parce que mine de rien, on traite mieux un client quand on est dans le pays. À proximité. À proximité. Parce qu'on a des écosystèmes qui sont plus clairs aussi. Moi, je mentirais à dire qu'aujourd'hui, j'ai une très bonne notion des professionnels, des affaires publiques. Alors, pour le coup, l'Allemagne, on connaît bien. L'Italie, on a quelqu'un qui connaît bien. Mais par exemple, je ne sais pas, moi, en Estonie. Moi, aujourd'hui, si j'ai un client qui me demande d'aller en Estonie, oui, on va le faire. Et oui, on va le faire avec le même professionnalisme. Et on va faire une chose qui sera encore plus stimulante ou challengeante pour nous. Mais je n'aurai pas les mêmes... Je te parlais des références off avant. Je n'aurai pas les mêmes, clairement. Donc, c'est important d'avoir des spécialistes dans les pays dans lesquels on traite. En revanche, il y a aussi l'évolution en tant que telle au sein des équipes France. Là, tu me fais faire un petit teasing parce qu'on annoncera une nouvelle arrivée en début octobre. Donc, quelqu'un qui nous rejoint en octobre. On a pas mal de demandes. Il y a l'évolution des missions aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait principalement du recrutement en affaires publiques. Il y a 6 mois, on faisait beaucoup d'entreprises. Maintenant, on fait énormément d'organisations professionnelles également. On fait du recrutement... En plus, avec les JO, j'imagine Absolument. En fait, qu'il y a un gros bump. On fait du recrutement affaires publiques pur, mais on fait aussi du recrutement plutôt communication RSE, les deux étant très imbriqués. On fait aussi, et de plus en plus, et donc ça c'est quelque chose qu'on ne met pas en avant, mais qu'on fait, et pareil, c'est du développement général, mais de l'accompagnement au management des pôles affaires publiques, de l'onboarding, de l'audit de fonctionnement interne. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le problème un petit peu dans les affaires publiques, c'est que généralement, on n'anticipe pas assez les affaires publiques, c'est-à-dire que quand il y a un problème, soit il y a une crise, soit il y a une nouvelle législation, on se dit « Ah, mince, il faut un responsable affaires publiques ». Et donc, on prend la personne. Et dès qu'il y a un nouvel problème, on prend une nouvelle personne. Et donc, finalement, parfois, il y a des personnes qui interagissent ensemble entre la France, entre Bruxelles, entre les territoires. Et donc, nous, on arrive et on fait un audit. Aujourd'hui, votre pôle affaires publiques, est-ce qu'il est bien structuré? Est-ce qu'il est performant? Si ce n'est pas le cas, on le restructure. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aussi. On le crée. Ou on le crée, absolument. Après, on a pas mal aussi de demandes de tests de personnalité. Donc, évidemment, on le fait. On est certifié pour le faire, pour certains en tout cas. Et puis après, c'est toute la question d'accompagner aussi le client. C'est un test de personnalité, oui, mais comme tout. Pour quel objectif? C'est le faire pour le faire, ça n'a pas d'intérêt. Tu as évoqué la RSE et je trouve que c'est un sujet dont on doit beaucoup, beaucoup plus parler dans les entreprises. Absolument. Parce que si la dimension, la composante économique et financière c'est vraiment un petit peu au cœur du métier. La RSE tend un petit peu non pas à remplacer, mais à prendre beaucoup plus de place. Et est-ce que, justement, en fait, les directeurs des affaires publiques ou les pôles, les BU affaires publiques, mettent ça au cœur de leur ADN? Est-ce qu'on ne défend plus finalement les intérêts seulement économiques, mais social, environnemental? On défend les intérêts. Ouais. Et comme tu le dis à juste titre, aujourd'hui, RSE ou ESG, dans un terme un peu plus large, sont partie prenante
des affaires publiques. Mmh. Aujourd'hui, il est très compliqué. Je ne parle pas d'une start-up qui vient de se créer, qui a besoin vraiment d'abord structurer la réglementation et aider les décideurs publics à structurer une réglementation. Mais sinon, les entreprises aujourd'hui, et elles ont toujours eu, mais en tout cas aujourd'hui avec ce système de transparence et de réseaux sociaux l'ont encore plus, ont un impact évident qui dépasse le seul caractère économique, sociétal, environnemental. Par conséquent, oui, évidemment, RSE, ESG, ce sont des sujets à part entière d'affaires publiques. On vient vous voir pour ça spécifiquement ? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors encore une fois, tout dépend de la structuration, mais soit on a d'ores et déjà un vice-président, directeur affaires publiques, et il faut créer un pôle à côté RSE. Alors, 3-4 pôles qui sont un peu connexes, mais généralement, on va dire que c'est en fonction des structures. On a affaires publiques, communication, RSE et réglementaire ou juridique. Parce qu'il y a quand même des entreprises pour lesquelles réglementaire, juridique, affaires publiques, c'est très imbriqué, pour d'autres pas du tout. Mais pour répondre à ta question, oui, aujourd'hui, encore une fois, on recrute. Les titres sont innombrables. Des chief of staff, des directeurs de la RSE, des directeurs affaires publiques et communication, ou communication et RSE, oui, mais en tout cas, pour répondre très clairement, la RSE est une partie intégrante aujourd'hui et une entreprise ne peut pas se passer d'avoir en tout cas une idée plutôt qu'une stratégie, mais en tout cas une idée en matière de RSE, quels seront ses impacts ou quels seront ses engagements. Les entreprises sont en train de se politiser. Elles le sont. Elles le sont énormément, soit par choix, soit par défaut. Ouais. C'est-à-dire soit par choix, parce qu'il y en a certains, d'ailleurs, qui le disent eux-mêmes, que ce soit Michel-Édouard Leclerc, par exemple, en matière de grande distribution. Il y en a certains qui le font de manière tout à fait volontaire. Certains qui le font parce que c'est un positionnement politique qu'ils pensent être favorable. Et on a vu d'ailleurs ce que ça a donné quand, à l'époque, pas mal de PDG ont soutenu la candidature de François Fillon, quand François Fillon, finalement, n'a pas été élu. Qu'ensuite, il y a eu des accointances, Gazprom, la Russie, voilà. Donc, il y en a certains qui prennent ça comme pari un petit peu de positionnement. Il y en a certains qui font ça par choix, parce qu'ils sont convaincus, et je pense qu'ils ont raison de l'être, de l'impact qu'ils peuvent, eux, et de la responsabilité qu'eux-mêmes endossent. Et puis, il y en a qui le sont complètement par défaut. Mais aujourd'hui, quand vous êtes patron d'une entreprise, vous avez des salariés qui, eux, sont engagés, qui, eux, sont sur les réseaux sociaux. Et c'est hyper intéressant. D'ailleurs, je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'est Deloitte qui a sorti une étude qui disait que les élections législatives ont eu un impact considérable en interne au niveau des sociétés, sur les salariés. Ah ouais ? Tout simplement parce que les gens parlent politique. Les gens parlent politique matin, midi, soir. Les gens sont engagés. Et donc, quel impact ça a eu ? En matière de cohérence au sein des équipes. Ah ouais. C'est de se dire, toi, t'es pour ça, mais non, mais c'est débile, mais moi, j'ai défendu ça. Et donc, les gens sont engagés, les gens en discutent. Et donc, effectivement, et aujourd'hui, tu le vois assez fréquemment, que ce soit des salariés ou que ce soit des usagers qui taguent une entreprise spécifique sur Twitter pour l'obliger à répondre à certaines choses. Et prendre position. Absolument. Et en ce sens-là, aujourd'hui, quoi qu'ils en disent, quand on est PDG d'une structure, on est de facto engagé, soit encore une fois par choix, soit par défaut. Déjà, on veut trouver du sens dans l'activité de l'entreprise, mais aussi en fait dans le métier que l'on exerce. On veut être aligné avec une entreprise aussi bien en interne quand on est collaborateur qu'en externe quand on est consommateur. On veut également probablement avoir, et tu le disais parfois par défaut, avoir des chefs d'entreprise qui prennent la parole, qui s'expriment et qui eux-mêmes s'engagent. Et ça provoque tout un tas de chamboulements dans ces entreprises, tout à fait. avec la nécessité souvent de créer des nouveaux postes que l'on retrouve plutôt en cabinet ministériel ou cabinet de collectivité. Et tu l'as souvent dit, tu l'as souvent nommé, le chief of staff, le directeur de c'est le nouveau job cabinet, à la mode. Et c'est le nouveau job à la mode que l'on va retrouver, pas encore partout, peut-être un peu plus dans les très grandes entreprises du CAC 40, peu en dehors de Paris. Mais j'imagine que ça, c'est quelque chose sur lequel vous vous engagez beaucoup et qui était à la lisière plutôt du travail entre la stratégie, la vision à long terme, les prises de parole de l'entreprise auprès des parties prenantes et celui effectivement de directeur des affaires publiques. Absolument. Et c'est pas exercé par les mêmes personnes. Alors ça dépend. Ça peut l'être. Vous avez parfois des chief of staff qui sont aussi directeurs des affaires publiques. Encore une fois, la nomination n'est pas toujours la même non plus. Et à juste titre d'ailleurs, on a posté une nouvelle opportunité aujourd'hui d'un chief of staff. Et moi, pareil, c'est dans l'échange avec le client. Le client ne voulait pas mettre chief of staff parce qu'il me dit il n'y a pas de staff. Et j'ai dit j'entends. Mais moi aujourd'hui, et j'entends, et il a raison d'un point de vue de la nomination de la personne. En revanche, moi, pour
faire valoir ce poste-là au sein de l'écosystème, je sais que j'ai besoin du terme de chief of staff parce que les gens vont savoir exactement ce à quoi je fais référence. Oui. Mais On parle souvent de bras droit, en fait, exactement, en France. Exactement. Bras droit, spin doctor. Mais bon, voilà, tout ça, en tout cas, quand on dit chief of staff, on sait ce que ça veut dire. Ouais. Aujourd'hui, dans l'écosystème sauf que spin affaires doctor, publiques... en fait, c'est hyper négatif en France. Exact. Non, mais surtout qu'aujourd'hui, moi, dans l'écosystème et dans la sphère et dans les professionnels des affaires publiques, si je dis je cherche un chief of staff, que la nomination soit bonne ou pas, si je dis je cherche un chief of staff, tout le monde sait ce que je recherche. C'est, quoi. De toute façon, il y a plein de collectivités, il y a même des attachés, des parlementaires qui ont des directeurs de cabinet et qui n'ont pas d'autres collaborateurs dans leur cabinet. Quoi. Absolument. Donc voilà, le terme parfois n'est pas forcément le mieux choisi. Oui, mais c'est plus évocateur. Exactement, mais c'est plus évocateur. Aujourd'hui, le chief of staff peut aussi être un directeur des affaires publiques. C'est vraiment, tout dépend, encore une fois, il n'y a pas un profil. Ça dépend de la maturité de l'entreprise, ça dépend du besoin de l'entreprise. Ça dépend de sa tempéralité, ça dépend de son développement, ça dépend si elle est dans une situation de crise, on va plutôt vers un amoindrissement de l'activité, ou si au contraire, on va vers un développement de l'activité. Voilà, il n'y a pas un seul profil. D'accord. Bah, écoute, c'était vraiment hyper enrichissant. Je crois qu'on a évoqué un certain nombre de choses, de ces métiers qui relèvent en fait de beaucoup de fantasmes, peut-être. On a pu l'éclaircir avec toi, avec Mavance. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin, si tu as des recommandations à nous fournir. Ne pas hésiter à nous appeler. Si vous avez des besoins de recrutement. Absolument, mais même des conseils. Nous, ce qu'on aime, et ça fait partie vraiment de notre métier, c'est d'écouter les directeurs généraux, les PDG, les directeurs des affaires publiques d'ores et déjà en poste, ceux qui souhaitent aussi s'embarquer dans cette profession-là pour comprendre leurs besoins, pour comprendre les secteurs et pour faire en sorte vraiment de participer à ça peut paraître très naïf, mais un monde meilleur et une meilleure co-construction, redorer aussi un petit peu le blason à la fois des PDG parce que certains, et à tort, on dit le capitalisme, les PDG qui s'enrichissent, ou les hommes politiques. Ce sont des personnes qui sont toutes très engagées, qui ont de fortes responsabilités et qu'il faut encourager. Donc nous, en tout cas, qu'ils n'hésitent surtout pas à nous appeler. Merci beaucoup. Et on vous retrouve où d'ailleurs sur les réseaux sociaux où on peut Alors vous sur les contacter réseaux sociaux, sur LinkedIn, donc il y a la page de Mavance ou la page de Mavance France, sur lesquelles on publie bien entendu tous les posts à pourvoir et toutes nos actualités. Et puis sur notre site internet www.mavance.com. Très bien, j'imagine que tu as un LinkedIn aussi. Oui, bien sûr, Roxane Fournier. Ouais. Donc on renvoie tout le monde sur LinkedIn et sur le site internet de Mavance. Merci beaucoup Roxane. Merci à toi. Parole publique. Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ce moment passé ensemble vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous savez à quel point la recommandation est puissante. Alors choisissez 1, 2 ou 3 personnes de votre entourage et montrez-leur la voie. Ce qui marche bien aussi, c'est de nous suivre. Donc sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est de laisser un commentaire et c'est de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et si vous avez des idées ou des remarques à nous adresser ou si seulement vous avez envie de nous envoyer un petit mot doux, faites-le à l'adresse suivante bonjour@parole-public.fr. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet www.parole-public.fr. Tous les mois, vous y retrouverez du contenu inspirant et le lien vers le nouvel épisode du podcast. Je suis Fouad Souak et je vous dis à bientôt. Nouveau récit.